Émission 803. Cette semaine, Stan Lee, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble, la culture populaire. L'ensemble, Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je chante une équipe dont les membres savent que Excelsior, c'est pas juste une marque de poulet. Je vous les présente à l'instant. Le premier, lorsqu'il était jeune, il voulait devenir nécromancien. À Diablo, Gauthier Langevin est avec nous. Salut Gauthier. Salut Benoît. Ta réputation te suit, Gauthier. Tout le monde me parle de toi comme étant un amateur de Diablo. Les jokes de Diablo sont partout. Sur le Discord, sont partout les jokes de Diablo pour Gauthier. Ouais. C'est ton personnage. Là, c'est ça. Faudrait que je fasse un nouveau stream, là. T'as pas streamé, c'est ça? 2 semaines, là. Ouais, t'as joué, mais t'as pas streamé. Je suis sûr que t'as joué. Ouais. C'est pas mal certain Oui. que t'as joué. Bon, pas mal certain que toi, t'as joué autant que moi, j'ai joué à Red Dead Redemption 2. Probablement. Ouais. Probablement que ça se compare. Il y a des chances, peut-être même un petit peu plus. Le dernier, c'est notre invité cette semaine. C'est un gars qui voit bien des vues, des voyeurs de vues. Yannick Belzile est avec nous. Salut, Yannick. Bonsoir Benoît, bonsoir Gauthier, et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices, et ceux qui écoutent mais qui ne se définissent pas par ces genres-là. Je viens de réaliser qu'il faut garder tout le monde dans le mix, là. Il faut, oui, c'est ça, exactement. Bien vu, Gauthier. Yannick. Hey, Yannick, t'as comme enregistré de quoi, je pense, en fin de semaine au Minifest? Tu as fait de quoi récemment au Minifest? T'es pas dans le cadre des voyeurs de vues, là. Non, c'était lundi dernier, car lundi est une journée de podage, que ce soit les mystérieux ou autre chose. Yes. C'est que le Minifest avait le 5 à Fest qui était comme un genre de capsule en streaming live sur leur Facebook qui faisait à partir de 5 heures. Yes. Puis à chaque jour, il y avait des animateurs, des invités différents. Et puis moi et Pierre-Luc, on a été faire le petit talk show du Minifest. On a parlé aux filles de Blonde Naturelle et plein d'autres gens. C'était vraiment le fun. Puis on a fait notre petit shtick où on a notre chronique Spotted sur Spotted, où Pierre-Luc et moi, on répandait la bonne nouvelle, puis on parlait de choses qu'on a vues sur les différentes pages de Spotted sur Facebook pour aider notre prochain qui cherche de l'aide sur Facebook. Fait que c'était à vocation d'aider son prochain. C'était bien la petite place. J'ai vu le visuel. Ça avait l'air comme une espèce de terrasse. C'était où cette affaire-là? Où ça se faisait? C'était à l'Espace Maker, c'est dans Chacun Maisonneuve. C'est comme à côté d'un genre d'atelier où ce que tu peux faire, où il y a plein d'outils, où que tu peux faire plein de projets d'affaires comme ça. Ouais. Il y avait cette genre de terrasse-là qui ont établi à côté, justement pour faire des trucs dehors live à la sucrée salée. C'était vraiment plaisant. On a été bien reçus. On a eu beaucoup de fun. Ah, c'est cool le Minifest pour vrai. De plus en plus, je trouve qu'à chaque année, ils rajoutent des affaires. Puis il y a un côté indie, DIY que j'apprécie beaucoup dans l'événement, puis ils sont super ouverts au projet. Oui, c'est vraiment cool. Ouais. Ce même soir-là, Pierre-Luc, lui, organisait un tournoi de liner où 32 humoristes se sont affrontés avec, justement, en faisant un contre l'autre des blagues qui sont justement une seule ligne, une ligne, un punch, un one-liner. Et moi, j'étais là comme juge. Mais ce qui veut dire que c'était comme, dans le fond, parce que tu sais, c'est selon les applaudissements de la foule, la personne gagnait. Mais je suis là comme juge, mais réellement, pour décider si c'était trop partagé. Mais réellement, j'étais un paratonnerre pour empêcher que les gens, mettons, soient choqués contre Pierre-Luc, vu que c'est lui qui organise tout ça. Fait que moi, j'étais à l'extérieur, je le protégeais, tout ça. Mais c'était vraiment le fun. Puis tu vois, c'était un concept que lui avait eu, puis il a pitché, puis ils ont dit oui. Puis c'est ça, il y a plein de shows différents et intéressants au Minifest. Alors, puis je vous le recommande tous. Oui, l'année prochaine. Il reste juste 364 jours avant le prochain Minifest. Je pense qu'ils l'ont déjà annoncé que c'est dans un an. Ben génial ça, Monsieur Gauthier. On est en mode estival. Toi, qu'est-ce qui se passe de ce temps-ci? Festival, ça me porte à vous annoncer que Montréal était à 95,5% cirque. Quoi? Parce que, étant donné que le festival circassien Montréal complètement cirque qui commence le 6 juillet,
puis ça va jusqu'au 16, on peut considérer que Montréal est 100% cirque entre le 6 et le 16 juillet. Je pensais que tu faisais référence à la F1 et tout ce cirque qu'il y avait eu en fin de semaine. Mais là, tu sais, si tu comptes que le festival fait 11 jours, là, ça fait 354 jours où on n'est pas 100% cirque. Fait que là, il reste 16 jours avant le 6 juillet. Voyons, fait que 16 divisé par 354. Es-tu un amateur de cirque? Ou 95 points. Non, c'était ça ma nouvelle. Ah, ok, c'est ça ta nouvelle. Ok, parfait. Ouais, c'est que Montréal est 95,5% cirque. Ok. T'as comme une barre de progrès de circosité. Ah, puis là, tu vois monter ça, tu veilles au grain. Oui, exactement. Donc ça, c'est une blague que j'ai volée à mon ami Éric Sanson sur les internets que j'ai trouvé très drôle. Mais c'est pas ça ma nouvelle. J'étais comme quoi? Non, mais tu pourrais avoir, tu t'es peut-être découvert une passion pour le cirque, puis je ne savais pas. Non, pour vrai, j'ai de la difficulté à apprécier le cirque. Pourquoi? Je sais pas, je trouve ça malaisant, mais comme surtout quand c'est comme dans un contexte où il n'y a pas de narration, où il n'y a pas de storytelling, j'ai vraiment beaucoup de difficulté à apprécier les arts du cirque. Là, c'est l'auteur en toi. Dans la rue, genre. Ça m'habite pas tant. Tu veux un storytelling, tu veux une histoire, tu veux un scénario, tu veux un 3 actes. C'est ça, exactement. Mais en parlant de storytelling, ma vraie nouvelle, c'est que j'ai commencé à écouter Black Mirror. Je sais pas si vous avez commencé à l'écouter. Ça fait longtemps, mais j'ai comme pas la dernière saison. OK, donc la saison 6 est sortie genre la semaine passée. Là, fait que t'es pas vraiment en retard, là, mais c'est ta petite dose. Hein? Fait que, pourquoi? C'est vraiment... c'est plutôt dark. Je veux pas spoiler étant donné que ça fait vraiment pas longtemps, justement, là, que la nouvelle série est de moins en moins séparé de notre vie, malgré ce qui est... C'est vraiment de moins en moins séparé de notre vie, Yannick. Là, genre, c'est... Tu sais, Charlie Brooker, le créateur de la série, a vraiment pris la décision consciente de plus faire vraiment de la science-fiction. Là. On est comme dans le drame qui parle de technologie, puis d'un fois, juste de l'horreur. Parce que je pense que justement, il a comme réalisé qu'il pouvait pas, tu sais, topper genre... Tu sais, je pense qu'il s'est posé la question, même, il y avait une entrevue avec lui dans The Atlantic où on lui demandait, tu sais, t'aurais pas aimé ça faire un épisode sur l'intelligence artificielle, puis comme, pour vrai, un épisode de Black Mirror sur l'intelligence artificielle, comme, ou tu sais, comme sur ChatGPT, il voit pas, je pense, la pertinence de faire quelque chose de surprenant avec ça, parce qu'en ce moment, les nouvelles sont surprenantes avec ça. Tu sais, puis c'est difficile de, justement, envoyer les gens dans des univers de fiction quand on est aussi proche de ça dans la réalité. Il y a des trucs de la première saison de Black Mirror que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, c'est là. On est rendu là. Ouais. Fait que... Le premier épisode, il y a comme une dimension satirique qui vient alléger l'ambiance un petit peu, mais les deux suivants sont vraiment dans l'esprit des saisons qui précédaient la saison 5, qui était un peu moins forte selon moi, là, donc la dernière saison. Personnellement, j'ai bien aimé les deux premiers épisodes. Il y en a un qui est sur Netflix. Donc, littéralement. Qui est littéralement sur Netflix, mais qui appelle Streamberry, mais tu sais, comme toute l'infographie, l'interface, le UI est tout pareil comme Netflix. Puis bon, ça parle, disons, d'un service de streaming qui perd un petit peu les pédales morales de ses terms of agreement, qui décide de partir sa chire avec la vie des gens. Le deuxième, c'est vraiment un drame. Tu sais, il n'y a pas de science-fiction. C'est un drame au sujet de deux jeunes étudiants qui font un documentaire dans la ville natale du garçon en question, puis qui vont enquêter sur un meurtre qui a eu lieu dans leur enfance, puis qui font du true crime. Le troisième, j'aime vraiment l'idée que Charlie Brooker se donne la liberté de traiter de sujets technologiques d'actualité, tu sais, comme le streaming, justement, mais je pense qu'il ramène l'attention sur des sujets qu'on avait tendance un petit peu à oublier, justement, là, comme
comme l'omniprésence du streaming dans nos vies. On n'arrête pas de parler justement d'intelligence artificielle, mais c'est un sujet qui est quand même vraiment intéressant à aborder. C'est peut-être parce que je m'attendais justement à ce genre de récit-là que j'ai pas vraiment accroché sur le 3e épisode. Mm-hmm. Qui est une espèce... Puis je suis rendu au 3e épisode. Mais le 3e épisode, c'est une espèce d'uchronie qui prend place dans un monde parallèle des années 1969. C'est quand même assez précis, là, mais c'est l'histoire de 2 dudes qui sont dans un vaisseau spatial, dans une mission qui dure 6 ans, puis ils ont la possibilité, à chaque semaine, de se télécharger dans des androïdes d'eux-mêmes, donc des copies conformes d'eux-mêmes, sur la planète Terre, dans leur famille. OK. Fait qu'ils continuent à vivre leur vie de tous les jours dans des androïdes qui sont des répliques parfaites d'eux-mêmes. Moi, je sais pas pourquoi. Puis, si jamais sur le Discord, ou si vous voulez nous laisser des commentaires sur votre appréciation du 3e épisode, moi, je l'ai vraiment, mais vraiment pas catché. J'avais de la difficulté à rentrer dans la proposition qu'on nous faisait. Justement, qu'on est dans un monde parallèle de 1969. On a inventé toute cette technologie-là. Puis, il y avait des choses qui fonctionnaient pas, je trouvais, tu sais, comme les astronautes ont la possibilité d'aller pendant 1 semaine, mettons, dans ce corps-là, visiter leurs proches. Puis là, je me disais, mais comment ils font caca dans l'espace? Comment ils s'alimentent pendant 1 semaine? T'sais, on les voit pas se plugger sur du soluté. Puis la problématique, là, je vous la dis pas, là, vous allez voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui crée le problème dans cette histoire-là, là, mais j'ai trouvé ça un peu too much. Puis, mais c'est ça, je suis allé voir les critiques sur Internet, puis visiblement, je suis pas mal tout seul dans ma gang. Les gens semblent avoir aimé ça. C'est-tu le facteur Uchronie années 60 qui t'a plus buggé autre chose? Ou? Ouais, puis là, peut-être, étant donné que j'ai dit ça, les gens, ils vont l'accepter. Mais moi, au début, là, j'étais comme, OK, là, c'est vraiment les années 60. Est-ce que c'est une simulation virtuelle? Fait que, tu sais, je me suis comme posé plein de questions niaiseuses pendant un bout de temps de l'épisode qui fait 80 minutes. Puis, j'avais pas nécessairement besoin de faire ça pour comprendre. Mais ça, c'est une petite déformation professionnelle et personnelle. Mais c'est ça. Fait que puis, tu sais, c'est Aaron Paul puis Josh Hartnett quand même, là. Dans l'épisode, c'est des super acteurs, là. On retrouve d'ailleurs Josh Hartnett depuis des années. Aaron Paul, c'est l'acteur qui a joué dans Breaking Bad. Yes. Qui est très bon. Puis qui a vraiment un niveau de jeu incroyable. Le jeu des acteurs, c'est vraiment pas ça le problème. Je pense c'est comme toute une performance à date, là, des épisodes que j'ai vus, en tout cas, là. Fait que bref, c'est ça. Je suis assez surpris de mon expérience à date, mais j'aime plus ça que la saison 5. Donc, je vous invite à le regarder. Combien d'épisodes au total? C'est une saison de 5 épisodes cette année. OK. Ouais. Ça tire peut-être à ça. Oui. Aaron Paul est dans les saisons 3 et 4 de Westworld. Aaron Paul, très bon gars triste de science-fiction. Très bon gars triste? Un gars qui est comme une humanité à vif, qui est malmenée par le monde science-fictionnel qui l'entoure, là. Très Aaron vulnérable. Paul, oui, c'est ça. Aaron Paul, il a découpé ça, là. C'est son terrain à lui. C'est sa job, c'est trouver son expertise, c'est ça? Sa job, c'est si tu le mets dans une affaire de science-fiction, c'est qu'il va devenir un gars dont la face est essentiellement le masque de tragédie face à peu importe la gimmick de science-fiction qui l'entoure. Puis dans les saisons de Westworld, il y en a comme 5. Puis à chaque fois, il est comme « Oh non, qu'est-ce qui m'arrive, Chris? » Puis il y a toujours les petits yeux brillants, hein? Il y a toujours les petits yeux là, un petit peu humides, là. Ouais, puis c'est pas parce qu'il est ému parce que quelque chose de beau vient de se passer dans sa vie. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il rush de l'intérieur. Il rush de l'intérieur. C'est-tu bon, Westworld? J'ai jamais pris le temps de l'écouter. Puis il y a des saisons que le monde avait l'air à vouloir tirer ça avec un shotgun, puis d'autres qu'il est encensé à quel point l'écriture est incroyable. Écoute, le premier épisode de Westworld, pour moi, est c'est comme un court-métrage. Il est comme il est 75 minutes, je pense. Puis c'est un des meilleurs pilotes / meilleurs films courts des 10 dernières années. Pour moi, je le réécoute fréquemment, je l'adore. La première saison est vraiment, moi je l'aime beaucoup, est vraiment bonne, mais
ils font un cafouillage, ou selon moi, ils font un cafouillage à la fin de la saison, que le show s'est jamais relevé. Puis ils continuent à faire des cafouillages, mais c'est tous des cafouillages d'ambition scénaristique. Fait que ça, c'est admirable, mais si tu me disais, ouais, j'ai écouté ça, puis j'ai totalement déconnecté, je ferais comme, oui, absolument. T'as absolument raison. Normal, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Quand tu fais des affaires sur un robot download sa personnalité dans 6 autres robots, puis là, t'es supposé les considérer comme tous des personnages, puis ça marche pas, tu sais. Tu comprends pourquoi qu'un robot penserait ça, mais au niveau humain, tu regardes ça, c'est comme... Ça fait pas. Non. Mais j'aime beaucoup Westworld. Je trouve que leur world building est vraiment excellent. Eux autres, ils inventent des concepts pour 3 épisodes qui pourraient être comme un autre show en entier ou à tout le moins un autre film. Puis ça me sidère. Mais c'est très difficile à connecter au reste du show. Mais le premier épisode, par exemple, je le recommande à tous. Surtout moi, j'aime le concept de Westworld. C'est l'autre gros concept de parc qui échoue de Michael Crichton. Puis je l'adore. Ouais, je l'adore. Tu vas bien aller. Ouais, tu vas bien aller. Fun fact sur Aaron Paul aussi, dans des univers science-fictionnels, ce n'est pas la première fois qu'il joue dans Black Mirror. Il a fait une voix aussi dans SSSI Callisto, qui était l'épisode de la saison 4 ou 5 qui se passait dans un vaisseau spatial justement très rétro, là, qui faisait très années 50-60. Puis ça a peut-être un lien avec la saison, l'épisode 3 de la saison 5 de 6. C'est l'épisode qui est un peu fané. Ouais, il y a des gens qui pensent que ça a un lien, mais c'est un peu stretch. Ouais, c'est juste que c'est le même acteur finalement. Puis that's it. Ouais, c'est ça. Je vois. Vas-y donc, mon Yannick, toi qui es un grand consommateur de pop. Regarde, on est bénis, les amis, parce qu'aujourd'hui a leaké sur Internet et par conséquent a forcé la corporation Sony à sortir légalement le trailer de Kraven the Hunter. Hey, on l'attendait dessus. Aaron Taylor Johnson. Colin. Écoute, moi, je me promène dans les rues partout où ce que je vois, les gens sont comme Yannick, quand est-ce que le Sonyverse des méchants de Spider-Man continue? As-tu entendu parler de quelque chose? Aide-moi à raccrocher le sourire à mes enfants. On veut savoir. Quand est-ce qu'il va y avoir un autre Venom? C'est vrai que Donald Glover fait Hypno Hustler. Qu'est-ce qui arrive avec Cardiac? Ben, je suis là pour leur dire que aujourd'hui, on a eu notre premier trailer, non seulement leaké le trailer international, mais aussi le trailer d'Amérique du Nord de Kraven the Hunter, dans lequel Russell Crowe joue le père et a un gros accent russe. Ouais. Puis, m'a dit que Russell Crowe, avec un gros accent, c'est pas garant d'argent au box-office, mais c'est garant d'amour dans mon cœur. Alors, je suis content que Russell se pointe tout le temps pour faire ça. Et dans ce trailer-là, on voit bien sûr que... Et comme... présente un trailer de Aaron Taylor Johnson qui est souvent torse nu, qui court, qui attaque des méchants de façon sauvage et animalesque, car on comprend que cette version-là de Kraven semble avoir des liens avec les animaux vu qu'il est l'ultime chasseur. Il y a eu le traitement à la Catwoman de Tim Burton où là il s'est fait mordre puis il semble avoir un lien, quelque chose. Le trailer nous montre une goutte de sang de lion qui tombe dans une plaie du jeune Kraven et on a un crash zoom de ADN et de vaisseaux sanguins qui change. Alors, certains diraient que c'est pas scientifique. C'est lycanthropie, lyontropie. On dirait que c'est roi des animaux tropiques. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Et puis, il va chasser des méchants grâce à ça. Oui, parce que c'est un film de méchants, mais qui chasse des méchants. Donc, c'est justifié. Alors, tu sais, si tu veux faire un film avec un méchant de Marvel, c'est pas une mauvaise idée d'en faire un anti-héros. Ils ont toutes des couleurs anti-héroïques, si tu veux, là, pour ces personnages-là. Mais dans un monde où Spider-Man ne semble pas exister, ou quelconque autre super-héros, tu sais, si à la fin du trailer, il disait comme « Hey, m'en va chasser Michael Morbius », là, je serais comme « Bravo, on a réussi! We did it, Joe! » Mais... oui, parce que tout le monde veut revoir Morbius au grand écran, c'est sûr.
Ben, avoue que si le film se finissait puis il y avait comme la tête de Morbius comme sur une plaque de bois dans son manoir de Craven, on trouverait ça cool. Ça, je trouverais ça cool, mais je sais que t'as joué ironique, là, mais en même temps, Colin, à la fin du trailer, je me disais quelle espèce de caméo focal dont on se calisse ils vont nous mettre juste le fameux angle de l'ombre se dégage du visage du personnage, là, puis fait comme So, you wanna dance? Ou une affaire de même, puis c'est oh shit, c'est le Vulture! Ou c'est le meilleur film de 2023 qui sort de 97, ça c'est sûr. Et oui, ben tu sais, faire des films comme ça, je pense pas que c'est nécessairement une mauvaise idée. Je pense que l'action va être pas pire, puis que Aaron Taylor Johnson est un acteur charismatique, bien que je peux pas dire qu'on voit ça dans le trailer. Non. Puis il est aussi plus conscient de ses environs que Jared Leto. Fait que la possibilité que Craven soit meilleur que Morbius est là, mais pour le moment, ça a l'air tout de même assez moyen. Puis encore là, tu sais, juste dire qu'à cette heure, il veut chasser Venom puis ces autres bonhommes-là, pas parce que je veux que ça soit connecté à d'autres univers, c'est juste que si ça n'existe pas par rapport à d'autres personnages, c'est juste un bonhomme weird. Ouais, c'est un bonhomme avec un drôle de fétiche. C'est ça, c'est un film de bonhomme weird. Puis, regarde, on le voit, il est torse nu, il est sexy. Pour citer bien des nerds gays sur ma timeline, joyeuse fierté à tous. On a gagné. On a gagné. Parce qu'ils sont comme Taylor Johnson dans un film où il est juste en petit t-shirt, où il est en chest. Eux autres, ils étaient hype. Je suis content pour eux autres. Content pour eux autres, ben ouais. Fait que c'est ça. Ça va sortir cet automne. Ça va sortir cet automne et le poster indique qu'il est possiblement disponible dans IMAX. Puis ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose d'autre en IMAX cet automne. Parce que je peux pas imaginer que le trailer ne m'a pas donné visuellement l'impression qu'il fallait que je voie ça sur gros écran. Ben, regarde, il tue du monde avec des trappes à ours dans le trailer. Ça arrive une couple de fois. Ça peut être cool. Puis je le sais, là, je suis mauvaise foi, puis absolument, j'essaie de ne pas juger un film de par son trailer, mais disons que ça ressemble beaucoup à ce que Sony nous a habitués dans les dernières années face aux films spin-off de méchants de l'univers de Spider-Man, là, où c'est encore une fois, je leur dis, mais le film qui est sorti aujourd'hui, mais qui a été créé en 97, là, c'est cliché comme ça. Ça a l'air être fait par du monde qui se disent « Hey, les gens qui trippent ces super-héros, on va faire ça comme ça. OK, check-moi ça. » C'est un film de bonhomme. Oui, c'est un film de bonhomme. Puis moi, je suis pour ça. Avez-vous vu The Invisible Man? De 2020. Oui, c'était excellent. C'était super bon, ça. Oui. Tu vois comme... Moi, en le regardant, je l'avais trouvé super bon, mais je trouvais qu'en même temps, le fait que son origine était avec un suit, avec des lentilles, il avait fait... C'était vraiment méchant classique de Marvel Comics avant qu'il rencontre un héros. Avant qu'il commence à se battre contre Daredevil ou contre Spider-Man. Puis là, je suis comme... Man, si Sony avait du sens, là, il ferait juste pitcher la cagnotte à Lee Whannell qui a fait ce film-là puis qui a fait Upgrade. Tu sais, Upgrade aussi, il est comme Robocop Venom-esque. Ouais. De faire des genres de thriller horreur avec un peu d'action avec ces méchants-là, je pense que ça marcherait vraiment bien. Tu pourrais avoir au moins un bon... C'est peut-être pas des affaires que tu pourrais faire des trilogies avec, mais tu pourrais faire comme, tu sais, un bon film solide. Puis, en ce moment, là, ben... Ça serait des bons petits films qui coûtent pas trop cher à produire. Exact. Aussi, comparativement aux estimes d'affaires pas possibles de 300 millions de dollars. C'est que Sony, en ce moment, ils ont les droits de Spider-Man, puis ils l'exploitent bien au niveau animé, mais on dirait qu'ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas s'empêcher d'en créer au niveau filmique. Je sais pas si c'est encore une gamique pour essayer de garder les droits, parce que puisqu'ils font des films d'animation, ils gardent les droits de toute façon, mais peut-être que c'est deux choses différentes. Ils vont garder les droits de l'animation s'ils continuent à faire des films, mais au niveau à live action, ils n'ont pas le choix, parce que c'est ça que ça fait partie de l'entente initiale. L'affaire qui est arrivée, c'est que Venom a été un succès, puis ça a marché. Oui, étrangement. Puis là, je pense qu'ils sont comme clairement, c'est possible, mais tu sais, c'est pas tout des Venom, là, parce que tu sais, Venom, il est un personnage de fun, puis il a aussi trouvé le bon acteur cast, là. Pour faire comme une performance Coco Banane que le monde allait comme aimer le personnage puis il avait le goût de le revoir dans d'autres films. Mais pas ça qui est arrivé avec Morbius, mais est-ce que ça va arriver avec Craven? Qui sait? Cet automne, on va le savoir. Peut-être que la communauté va être au rendez-vous pour lui. Puis ça va aider pour les ventes, qui sait? Absolument, je le souhaite.
Messieurs, je vais être un petit downer parce que je peux pas passer à côté d'un décès qui a eu lieu la semaine dernière, parce que c'est un gros morceau du comic book américain qui est parti. John Romita Sr., le légendaire artiste de comic book, qui a aidé à co-créer Wolverine, Punisher et Mary Jane Watson, est décédé lundi dernier, ça fait une semaine, à l'âge vénérable de 93 ans. Imaginez, là, sa mort a été soulignée par son fils, John Romita Jr., qui est lui-même un artiste assez accompli du comic book américain. Il a fait ça, il a annoncé sur Twitter. Il y a eu plein après de témoignages qui ont suivi. Ça fait longtemps que M. John Romita roulait sa bosse. Il est gradué de l'école de Manhattan School of Industrial Arts en 1947. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a commencé dans l'industrie du comic book à 19 ans. Il a travaillé également pendant une décennie autant pour Marvel et DC Comics. Ça s'appelait Timely Comics et National Comics. Donc, ça fait un petit bout de temps. Ça fait un petit lien avec ce qu'on a vu. Exactement. Ben oui, d'ailleurs, j'étais surpris de pas... il me semble qu'il ne souligne pas tant son apport dans le documentaire. Non. Spoilers. Et il a quand même pris le flambeau d'un gros morceau de Steve Ditko sur Spider-Man, The Amazing Spider-Man en 1966 pour une run de 5 ans. Run où d'ailleurs Spider-Man au niveau des ventes a détrôné les Fantastic Four qui était le titre le plus vendu de Marvel à l'époque, et sa run a aussi vu apparaître des personnages comme Kingpin et Mary Jane Watson dont j'ai mentionné tantôt. Il est devenu en 1972 un directeur artistique non officiel de Marvel, probablement qu'il ne payait pas, mais un an plus tard ça a commencé, un titre officiel qu'il a reçu, et il a mis en place ce qu'il appelait les Romita Raiders. Je ne connaissais pas ça. C'était une équipe qui avait formé, qui était chargé de venir corriger, scraper, modifier des pages qui n'étaient pas acceptées par les éditeurs. Donc, c'était comme une espèce d'équipe de choc pour sauver le cul à Marvel. Et il a aidé aussi à créer les personnages de Luke Cage, Punisher, Wolverine, surtout au niveau des costumes. Il a pris une retraite, imaginez, en 1996, une semi-retraite, mais il a continué à travailler pour Marvel sur des projets de Spider-Man et même sur Superman du côté de DC. Un gros leg, et ça va laisser quand même un gros trou pour... c'est un des vieux de la vieille dans les originaux. Oui, il était comme, en tant que directeur artistique de Marvel, pendant un bout, il était comme l'artiste iconique de merchandising des personnages de Marvel. Un Spider-Man sur une boîte à lunch. Ben, quand on était jeunes, nous autres, ça allait être comme un Spider-Man de John Romita Senior. Puis tous les personnages de Marvel qui apparaissaient sur du merchandising, c'était eux autres. Là. Quand on était plus jeunes, je pense qu'on est devenu plus vieux, ça a comme shifté un peu à Mark Bagley, puis à Jim Lee, puis à ces artistes-là. Mais pendant comme 25 ans, là, c'était le look classique Marvel, c'était son style d'art à lui. Puis... lui, il était un artiste de comic book de romance, puis il a amené ça quand il a commencé à dessiner Spider-Man, puis là, soudainement, tout le monde était super hot dans Spider-Man, comme Gwen, puis Mary Jane était super belle. Peter était devenu super beau. C'est une affaire comme... Le Spider-Man de Sam Raimi, c'est le Spider-Man de John Romita Senior, même que, ça a été comme sorti par la suite que Sam Raimi, lui, voulait caster James Franco en Peter Parker parce qu'il était comme, lui, il ressemble c'est vrai. au Peter Parker de Romita. De Romita. Puis là, Franco dit, ah non, moi, je veux faire Harry Osborn à la place. OK, c'est beau. Mais quand tu le regardes, surtout à cette époque-là, pas beaucoup d'acteurs ressemblent exactement à un dessin glamorous de John Romita comme ça. Puis si tu regardes aussi Bryce Dallas Howard dans Spider-Man 3, c'est la Gwen. Elle ressemble à sa Gwen Stacy. Exact, oui, t'as raison. C'est vraiment marquant. Puis, moi, j'ai beaucoup de ces comics, des éditions spéciales de juste de son art parce que je le trouvais comme, justement, comme merveilleux. Puis, il est responsable aussi pour un de mes moments préférés de comic book. Dans il y a une histoire de Captain America quand c'était écrit c'était runné par Mark Waid dans les années 90 et dessiné par Ron Garney. Il y a une scène où Captain America est avec Peggy Carter. Puis Peggy Carter est devenue comme une agent secret badass alors qu'elle était une jeune dame toute gentille et pas impliquée dans son monde de super-héros genre des années 60, puis est devenu un personnage vraiment hardcore. Puis dans cet épisode-là, Captain America il a accès à un cube cosmique, puis soudainement, Sharon Carter a dit « Tu pourrais changer le monde comme tu voulais, puis tu pourrais comme
obéir à tes désirs les plus fous. Puis son désir qui nous montre pendant cette case-là, c'est elle. Puis elle a plus l'air d'une super espionne des années 90 et soudainement dessinée par John Romita Senior comme elle était dans les 60. Dans le temps, ouais. Puis là, tu voyais que c'était comme Captain America qui était comme j'aurais aimé ça qu'elle n'aille pas à passer à travers toutes les épreuves qu'elle a eues, puis qu'elle soit comme elle était dans le temps. Puis de voir cette affaire-là comme en comic book, c'est juste une case dessinée par un autre artiste, mais ça m'a vraiment comme fouetté. J'ai fait aïe aïe. C'est une affaire de nostalgie vraiment poignante. J'aime ça quand ils font ça. Des fois, ils vont émuler un style d'une certaine époque pour représenter le passé. Mettons, t'as des personnages qui vont oui, tu te souviens-tu quand whatever, puis là c'est comme eux dans une espèce de style pop art avec des grosses trames au niveau des couleurs, puis c'est juste pour un petit peu indiquer la période. Mais c'est vrai ce que tu as dit tantôt, j'avais pas remarqué. Le Peter Parker de Steve Ditko, c'était un nerd. Il était chétif, il était pas le bonhomme qu'on connaît aujourd'hui, puis probablement que ça serait Romita qui a amené ça, tu disais, comme la transition. Oui, c'est Romita, vu qu'il était un artiste de romance, il a commencé à dessiner comme tout le monde vraiment sexy ou stéréotypé ou une qualité très sobre, comme, tu sais, même Tante May, ben là, elle avait comme tout de même des pommettes saillantes et angulaires, tu sais, elle avait l'air comme d'une vieille madame que tu verrais dans un soap. Là. Tout le monde était comme beau, idéalisé de cette façon-là. Puis il était vraiment comme merveilleux comme artiste. J'écoutais justement, je pense que j'en ai parlé tantôt dans le pré-show, mais avec mes neveux en fait semaine, l'espèce de dessin animé Spidey là, sur Netflix, là, où t'as Gwen Stacy, t'as Miles Morales, Peter Parker, puis Aunt May est comme genre rendu super jeune. Puis j'étais OK, c'est comme elle a genre mon âge. Non, mais c'est ça. Alors qu'on vieillit, Aunt May, elle se rapproche de notre âge. Je sais, mais elle a un peu le casting plus jeune que celui de la Aunt May qui était dans les films de Spider-Man là, récemment. Là. Ouais, de Marissa Tomei. Exactement, c'est ça. Fait que c'est comme Sexy Aunt May. C'est Sexy Aunt May. Je sais pas c'est quoi qui se passe, mais il y a peut-être l'influence d'une certaine porn qui a amené ce revirement-là, mais c'est vrai qu'Aunt May elle est plus ce qu'elle était. Ouais, ben... anciennement, elle avait l'air comme, tu sais, un peu comme anciennement ouais, c'est ça, les parents, les Kents aussi avant, là, ça avait l'air un coup de vent et c'était terminé. Là, oui, quand j'ai relu La Mort et la Résurrection de Superman, là, c'était pas les parents les plus... il avait l'air d'avoir genre 95 ans. Là. Il avait pas l'air d'avoir 60-50 ans. Là. Il était sur le timeline. Donc, c'est ça pour le départ de John Romita Senior. Qu'est-ce que tu avais, toi, de ton côté, Gauthier? Ben, c'est fou quand même, travailler 52 ans pour la même compagnie. Ça, c'est plus long que Michel Desautels à Radio-Canada. C'est débile. C'est ce qui est déjà assez intense. C'était son dernier show. Oui. Je viens de me rappeler dans l'affaire de John Romita Senior, je me rappelle d'avoir lu j'ai un livre genre comme d'entrevue sur sa carrière, puis il racontait comment que quand Todd McFarlane est arrivé, il était comme « Ceci n'est pas beau et ça ne pognera pas. » Puis après, il a dit « Ça montrait bien ce que je savais. » C'est comme, parce que c'est devenu incroyable. Puis tu sais, comme un gars plus vieux qui était comme dans une entrevue puis qui disait comme, ben, c'est quoi, moi je comprenais pas, mais j'avais tort. Ça aussi, tu sais, c'est une qualité, ça. C'est une bonne qualité. C'est cool de bien vieillir. C'est comme ça. Il avait l'air d'avoir tout de même bien vieilli d'une certaine façon. Ouais, Monsieur Romita. La sagesse, c'est ça. De comprendre. Excuse-moi, Gauthier, je t'ai interrompu. Ben non, ça va. T'as interrompu mon commentaire niaiseux sur Michel Desautels, fait que c'est pas très grave. Il était là combien de temps, Radio-Can, Michel? 50 ans. 50 ans? Wow. Ouais, depuis qu'il était rentré dans la Tour Brune. Crème, il est rentré, il devait avoir quoi, 19-20 ans? Ben, l'âge de Stan Lee quand il est rentré chez Atlas, là. Wow. 17 ans, je pense. À peu près. 17-18 ans. Incroyable. Mais ma nouvelle, c'est pas ça. Non. Je fais beaucoup de parenthèses cette semaine, mais j'ai une autre parenthèse à faire. On a depuis la semaine passée la date exacte de sortie de Dune deuxième partie. Oui. Je pense qu'on n'en a pas parlé lundi passé parce qu'à l'époque, c'était supposé d'être le 20 octobre. Ça a été déplacé au 17 novembre. Puis là, finalement, c'est le 3 novembre. Donc, pour ceux qui attendent la deuxième partie de Dune avec impatience comme moi, parce qu'on s'entend que la première partie, c'était essentiellement un prologue. Un amuse-bouche. Un amuse-gueule. Donc, c'est ça, j'ai pas mal hâte. Je suis pas mal excité. J'ai hâte de voir ça. T'as-tu remarqué, par contre, c'est assez ironique, que où le film de Denis Villeneuve termine, c'est là où celui de Lynch devient n'importe quoi?
Parce que à partir de celui de Lynch devient vraiment précipité à partir du moment que cette scène-là ou ces séquences-là se surviennent dans son film et celui de Villeneuve. Il y a beaucoup de stock à cramer. Moi, le film de Lynch, là où j'ai eu l'impression qu'il commençait à chérir, c'était plus quand Paul boit l'eau de la vie. Mm-hmm. Donc, il fait l'espèce de rituel avec les Fremen dans la cave. Ouais, il y a sa mère, Jessica, qui boit l'eau de la vie pour devenir une révérende mère, puis lui en boit aussi. J'avais pas l'impression que c'était la fuite dans le désert. Mais écoute... ça se peut que... C'est pas du tout expliqué en plus pourquoi l'eau de vie et qu'est-ce qu'il y en est. Là. C'est assez hallucinant. Ben, probablement que dans la suite, on va en apprendre un petit peu plus. Là. Habituellement, c'est le rituel, en fait. Oui, mais je parle dans celui de Lynch. Ouais, c'est ça. Il apprend, mais on sait pas que ça fait. Ouais. Donc, c'est ça. J'ai pas mal hâte. C'est sûr que la deuxième partie, même dans les livres, il y a beaucoup de choses qui vont vite, puis il y a beaucoup de sauts dans le temps. Donc, j'ai hâte de voir comment il va approcher tout ça là, dans un film de 2 heures et quelques, j'imagine. Là. Toi, t'es grand fan de Dune. Ouais. Je me souviens que dans le temps, tu me disais de lire ça. J'ai essayé. Ouais. J'ai fait 50 pages. Je détestais pas ça, mais à un moment donné, j'étais comme là... Je suis à l'école ou je suis en train de lire un livre? Je vais te dire la même chose que tu m'as dit avec Doctor Who. Oui. Faut que tu passes à travers les premiers. OK, je comprends. Après ça devient bon. OK, je lis Doctor Who. Je lis Dune, puis toi, t'écoutes Doctor Who. C'est correct? Non? En tout cas, bref, ma nouvelle, c'était pas ça. C'était une autre parenthèse. Go, okay. Mais il y a une autre sortie intéressante aussi pour 2024, cette fois-ci, qui est la saison 2 de The Recruit. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, ça me dit rien. The Recruit, la recrue. C'est une télésérie sur Netflix pour les amateurs de la série Chuck, qui racontait l'histoire d'un ado agent secret qui travaille dans un Best Buy comme couverture. Mm-hmm. Vous allez probablement aimer The Recruit. C'est un petit peu plus sérieux, c'est moins de la comédie, mais c'est une prémisse de base qui ressemble un petit peu. Là. Donc, on suit les aventures d'un jeune avocat qui rentre travailler pour la CIA tout de suite après sa diplomation. Et puis, c'est basé sur la vie d'un journaliste maintenant, mais qui a déjà travaillé comme avocat pour la CIA. Fait que, imaginez un département légal à la CIA. Donc, toutes les affaires que les avocats doivent faire pour, par exemple, aller chez des gens qui menacent la CIA de dévoiler des secrets, qui envoient des lettres de menaces, checker, voir s'il y a des assets qui vont révéler des secrets d'État, des choses comme ça. Donc, lui est plongé du jour au lendemain dans cet univers-là où tous ses collègues veulent absolument pas échanger au sujet de leur dossier au cas qu'il y ait un scandale qui soit révélé à la presse. Mm-hmm. Fait que tout le monde est comme dans son bureau, veut pas se faire veut pas se faire donner d'informations pour pas genre devenir comme éventuellement un scapegoat pour un scandale. C'est vraiment la maison des fous sur le crack version CIA, puis il va se ramasser dans des aventures. C'est humoristique ou c'est réaliste? Ben, c'est drôle, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Mm-hmm. C'est vraiment de l'humour où on rit jaune parce que c'est un peu pathétique et probablement assez près de la réalité. C'est sûr qu'on tire un peu là, sur... on voit les ficelles dépasser, puis c'est quand même gros. Là, c'est romancé tout ça, là, mais c'est quand même vraiment le fun. Moi, je suis passé à travers la première saison très rapidement, puis je suis bien content qu'il y ait une saison 2 en 2024. Je vous recommande, c'est une petite affaire, là, c'est ça, là, pour les fans de Chuck ou de trucs d'espion. C'est pas pour ados, mais presque. OK. Donc, voilà. C'est ma petite recommandation. The Recruit, c'est sur Netflix? Ouais. Excellent. Yannick, as-tu un ventilateur qui vient d'ouvrir de ton bord? Oui, je peux le fermer. Juste pas sur le micro parce qu'on l'entend, mais je veux pas que tu sois chaud non plus. C'est correct, je mets... Tu prends les tons? Je me suis refroidi le dos un peu. Okay. Ça va bien aller. Excellent. Qu'est-ce que c'est de ton bord, Yannick?
Qui est un fan de Doctor Who en passant, excuse-moi. Oui, j'adore Doctor Who. Mon personnage, un de mes personnages fictifs préférés. Et voilà. Fait que c'est pas juste moi. Revenir le Docteur. Sure. Sur à dîner. Cet automne. Oui, on a hâte. On a hâte. Dans les chaumières. Il y en a un ou deux qui reviennent. Là. Il y en a tout le temps. Il y en a juste un qui revient. Ben, je veux dire, Doctor Who comme émission revient. Oui. Ouais. Revient. Mais lors de ce retour-là, le 14e Docteur sera David Tennant, qui était aussi le 10e Docteur. Monsieur Tennant, OK. Mais Tennant. oui, le Tennant lui-même. Et alors, pourquoi est-ce que le 14e Docteur a l'air du 10e Docteur? Tels seront les mystères élucidés dans les épisodes d'anniversaire qui s'en viennent. Et il passera le flambeau à Ncuti Gatwa. Sérieux, il y a plein de photos de tournage qui sortent sur Internet. Et l'affaire la plus controversée de ce Docteur-là semble qu'il va avoir plus d'un costume. Tous ces costumes, c'est tous des fits incroyables. Il y a aucun style qui est semblable à l'autre. Il a tout le temps l'air fucking cool, différent. Il est suave, ce bonhomme-là. Ah non, il y a du monde que n'importe quel vêtement leur font bien et ça semble être son cas. Mais bref, moi, une de mes nouvelles, je voulais mentionner, c'est que ce week-end, les gens ont pu aller voir The Flash au cinéma, mais ils ne sont pas allés tant que ça, car le box-office nous raconte que il a à peu près fait 60 millions dans le premier week-end, ce qui est moins que Black Adam plus tôt cette année, et à peu près égal au film de Green Lantern qui est sorti il y a une couple d'années. En 2011. Oui. Ouch. Alors, faut croire que l'opération de pipe in Michael Keaton afin que le monde aille voir le film n'a pas réellement fonctionné. Toi aussi, t'as remarqué ça, hein? C'est juste The Flash, mais on va juste plugger Michael Keaton dans toutes les Christie de pub. Ben, écoutez, si vous voulez avoir mon opinion entière sur The Flash, vous pouvez écouter l'épisode de cette semaine des Voyeurs de Vue au voyeurdevue.com. Mais il y a une grosse partie de ce film-là qui devient comme moins bonne, mais on dirait qu'ils ont mis Michael Keaton dedans. Vous vous rendrez pas compte que c'est moins bon parce que Michael Keaton est là et la musique de Danny Elfman est là. Sure. Puis il dit I am Batman. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça, c'est une affaire que j'ai pas vraiment parlé dans ma chronique parce que ça m'avait pas marqué, je pense. Autant, c'est que son Batman est en réalité très générique. Puis à part le fait qu'il dit ses lignes à lui, ça aurait pu être n'importe quel autre Batman. Genre, il aurait pu amener, mettons, Antonio Banderas pour faire comme Antonio Banderas a été Batman pendant un bout. Tu sais, il a été Zorro, fait qu'il aurait pu être Batman. Puis on aurait fait comme ouais, ok. C'est avec le même script, ça aurait été pareil, là, tu sais. Fait que... J'ai vu le film et je suis très d'accord avec toi. C'est fou à quel... Puis c'est pas que Michael Keaton phone in, là. Il est pas en train d'appeler sa performance, c'est juste que c'est pas un Batman particulièrement... Ben, c'est pas le sien. Il est pas habillé, mettons, comme qu'il était. Il est pas stylé comme son Batman était stylé. Puis il est pas vraiment le même personnage. Mais regarde, il est le fun à voir aller. Fait que il y a au moins ça. Là. Mais regarde, pour mettre en relief, j'ai réécouté No Way Home ce week-end. Et pour tous ses défauts, No Way Home, là, aïe. The Flash paraissait pas bien à comparer de ça. Là. C'était vraiment comme, tu sais, juste dans ses premières scènes, je voyais comme Alfred Molina puis son Docteur Octopus a des scènes plus soignées et écrites pour lui que Michael Keaton dans The Flash. Puis là, je suis comme, pas un bon look, ça, les amis. Mais bref, fait que c'est ça, il a vraiment pas fait l'argent comme escompté. Le film est pas, je dirais pas qu'il est mauvais non plus, malgré qu'il y a des choses... absolument terrible dedans. C'est le CGI, là, que le budget n'était pas mis là-dessus. Là. Le monde parle des effets spéciaux, mais il y a quelque chose... Ces effets spéciaux-là sont utilisés pour quelque chose à un moment donné dans le film que moi, je trouve assez répréhensible. Mais c'est ça, fait que je pense que le monde de DC faisait comme « Hey, si c'est un hit, on va... prendre des morceaux de ça puis on va glisser ça dans les films de James Gunn, mais ça semble peu probable que ça va arriver. Quoique j'espère qu'ils vont faire quelque chose avec Sacha Calais, qui est l'actrice qui joue Supergirl, car elle était très bonne. J'aurais aimé ça, j'aimerais ça la voir dans d'autres choses. Mais ça regarde mal pour The Flash. Un film dont les thèmes
sont mieux faites par un autre film qui met en vedette des Spider-Man qui est sorti 2 semaines avant. Et c'est avant ces 2 semaines-là, il y a un autre 2 semaines qui terminait comme un show de 184 épisodes où ce que toutes les affaires de Flash ont été faites de bonne façon et de moins bonne façon. Fait que c'est bad vibes pour cette version de Barry Allen. Je savais pas si t'allais en parler. Moi, je l'ai vu puis j'ai trouvé que c'est un film de DC qui est mieux que ceux qui sont déjà sortis par le passé. Je pense qu'ils ont voulu adresser certains trucs. On disait que les films de DC étaient très dark, fait qu'ils ont voulu mettre de l'humour à la Marvel. T'sais, Marvel a le don de bien balancer son humour dans ses films. Là, ils en ont mis en tabarnak. Tu sais, quand tu vas pour vouloir mettre du sel, puis là, ta salière, le bouchon, il tombe, là, j'ai eu cette impression-là. Et c'est pas un humour qui est particulièrement intelligent à la Guardian of the Galaxy, qui vient désamorcer les tensions. Là. Il y a de quoi de presque bébé, là, des fois. Là, ça me sortait. On peut-tu juste aller de l'avant? Puis je comprends que c'est drôle, puis t'es prends individuellement, c'est quand même assez comique, mais à la fin, il y en avait beaucoup trop. Ça fait pas que le film est nécessairement mauvais, mais je comparais, moi, dans ma tête, à des histoires de comics de multiverse que j'ai lues ou à No Way Home, puis je trouvais qu'il avait fait une bien meilleure job en termes d'expliquer c'est quoi le multiverse, puis c'est quoi l'idée des répercussions sur tu changes un élément, puis bon. J'étais diverti, mais j'étais avec mon beau-frère ce week-end qui l'écoutait avec moi. Puis il posait beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de caméos de clins d'œil que moi je comprenais parce que je veux pas fait longtemps que je consomme de la pop. Mais lui, il y avait des choses, je veux pas les spoiler pour les gens à la maison, mais il savait pas c'était quoi. Fait que les clins d'œil qu'on donnait vers l'audience, je sais pas à quel point elles sont compris et intégrées. Je trouve ça plate. Non, regarde, tu sais, moi, je l'ai vu à 2 visionnements différents. Comme un, c'était un visionnement de presse officielle où il y avait comme la fin complète, puis un autre, c'était un visionnement organisé pour des fans que je suis allé grâce à Arcade Montréal. Alors, je les remercie. Puis, il y a des gros moments très fans que le monde réagissait énormément parce que c'est des affaires de pop culture que le monde savent depuis longtemps, puis qui sont des mimes, puis qui se parlent d'eux autres. Mais quand j'ai été à l'autre visionnement, puis qu'il y avait ces affaires-là, la réaction était vraiment plus timide, puis plus... moi, la deuxième fois que je suis allé le voir, je suis allé avec mon ami Germain, qui lui, il lit beaucoup de comic books. Il est vraiment comme... il est scénariste, lui aussi, puis il consomme beaucoup de pop culture, mais il n'est pas vraiment sur Internet pour suivre les deals, ces affaires comme ça. Puis quand il a vu un des Easter eggs qui est vraiment prononcé, qui te le met d'en face comme « Hey, checkez ça », il a fait comme « My God ». Comme ils ont mis ça dans ce film-là, puis tu sais, c'est comme... C'est pas pour beaucoup de gens, ces affaires-là, versus, comme je te dis, j'ai écouté au No Way Home ce week-end. Puis il y a un moment qui frappe beaucoup dans No Way Home, c'est quand Andrew Garfield sauve la MJ de Tom Holland, de Zendaya. Mais plus tôt dans le film, c'est tout de même vraiment bien souligné. Là. Il fait comme, moi j'avais ma blonde Gwen, elle je l'ai perdue, puis Gwen c'était comme ma MJ à moi. Fait que tu sais, mettons que t'as jamais vu The Amazing Spider-Man, tu comprendrais pas ça, il est tout setupé plus tôt, puis tu le comprends. Fait que quand ça arrive, ça te pogne, puis comme justement de Flash, il y a beaucoup de ça, là, beaucoup de punch puis de Easter eggs comme ça qui, à moins que tu aies vraiment comme quelqu'un qui a le cerveau cuit par la pop culture comme nous autres, ce qui n'est pas comme un état que je recommande à quiconque. Non, moi non plus. Regarde, nous trois, on est là, on en parle. Mais il y a beaucoup de ça, puis il y a beaucoup de... Il y a des choses que je veux dire, mais que je peux pas dire, mais ouais, je comprends. J'ai pensé à Kevin Smith, moi, en écoutant le film à un moment donné, puis j'ai fait comme oui, puis là, je parlais de ça à mon beau-frère, puis il était comme... J'ai aucune idée à quoi tu fais référence. Je sais pas c'est quoi. Tu me parles en affaire qu'il faut que j'aille 4 référents pour le saisir. Fait que ça n'a pas d'allure. Fait que bref, c'est ça. The Flash semble avoir couru straight dans un mur. Ce que je trouve dommage parce que moi, j'adore The Flash. C'est comme dans mon top 5 de super-héros. Puis il y a des affaires dans ce film-là que je trouvais cool. Puis je trouvais ça le fun de le voir ou de le voir de façon différente à la série. Écoute, The Flashpoint Paradox,
Flashpoint, moi, c'est un de mes comics de Flash préférés, écrit par Jeff Jones, qui avait amené la naissance du New 52 jadis, là, il y a environ 12 ans de ça. C'était quand même en 2011, je crois, Flashpoint. Puis, ouais, à peu près. Puis j'avais bien aimé cette histoire-là, puis on s'entend que The Flash est énormément inspiré de cette run-là. Il y a certains éléments que c'est des clins d'œil, c'est plus ou moins souligné, mais tu arrives à la fin du film, puis tu te poses encore des questions à savoir c'est quoi le statu quo. Qu'est-ce qu'il en est du DCU, là, qu'on sait qu'il s'en vient puis qui va être transformé avec l'arrivée de James Gunn. Fait que je sais pas. Je m'attendais peut-être à plus de réponses. C'est peut-être pas une bonne façon d'avoir. C'est peut-être pas une bonne appréhension pour un prochain film comme The Flash. Mais je m'attendais à un payoff plus grand. Mais je veux dire, Michael Keaton. Redonnez donc un film à Michael Keaton. Puis c'est peut-être pas... Dis tout. Moi, j'adore Michael Keaton. Ah là, il est en train de tourner Beetlejuice 2. Là, fait que, ouais, Tim Burton. Ouais, regarde, tu sais. Sure. OK. Il faut pas... Il s'amuse en Angleterre avec ses amis. On espère qu'ils vont filmer. On espère que ça va être bon. Tu sais, en même temps, là, je me dis ta gueule, Ben, là, parce que ma critique, c'est « Ah, fuck, un autre... » Man, on est tellement choyés en ce moment, là. T'sais, on est la génération qui ne veulent pas laisser mourir leur franchise. On a un Beetlejuice 2 qui s'en vient, là, genre 30-40 ans plus tard après la sortie du premier. Là. Il y a du Ghostbusters qui s'en vient, man. On ramène des morts à la vie avec du CGI, puis on les recrée avec leur voix et leur visage. Un sacrilège. C'est un sacrilège qu'on est en train de faire à ces gens-là, puis on est comme « Yes, nos affaires! » C'est ça, nos affaires sont pas exactement comme on aurait voulu, genre dans ma tête quand j'avais 6 ans. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on parlait de... Même des jeux vidéo de Teenage Mutant Ninja Turtles comme dans le temps. Comme dans le temps, man! Très bon Sedway, Gauthier, bravo. Regarde, je critique ça, mais je suis pas meilleur qu'un autre. Là. Je participe à ça, là, moi. Là. Qui est très bon, d'ailleurs. J'ai joué. Oui, c'est un bon beat'em up. Il est fait avec sincérité et amour. Ouais, il y a beaucoup d'amour dans ce jeu-là. Puis pour les gens qui le savent pas, tu l'as dit tantôt, mais tu serais pour Tribute qui a fait le jeu. Et, oui, donc, c'est exact. Ça. Ça m'a annoncé un DLC. Exactement, c'est ça. 2023. J'ai hâte de voir ça. The Flash, on parlait de The Flash, puis peut-être que le film n'a pas remporté le succès critique et monétaire qu'il aurait voulu, mais pour Andy Muschietti, qui est un réalisateur que j'aime bien, qui a réalisé aussi It, Part 1 et Part 2, qui sont deux films que j'aime particulièrement, parce que je suis un fan de King et je trouve que c'est une très bonne adaptation, son futur chez DC est quand même assuré, en tout cas DC Studios, parce que la fin de semaine que le film est sorti, de Flash, son réalisateur, Andy Muschietti, a été révélé comme étant le prochain réalisateur du prochain Batman, parce que oui, il va en avoir un autre, dont donc James Gunn et Peter Safran du côté de DC Studios l'ont choisi. Je pense que c'est quand même un bon choix. Je trouve que The Flash, pour tous les travers que j'y reproche, est quand même un film bien réalisé. Oui. C'est quand même très bien fait. Je pense que Andy Muschietti s'en tire très, très bien. Donc, il sera à la barre de Batman The Brave and the Bold, qui, comme ça avait été annoncé à l'époque, est pas une adaptée, mais inspirée fortement de la run de Batman du scénariste écossais Grant Morrison, qui avait sorti ça il y a plus d'une dizaine d'années, qui mettait en vedette, bien sûr, Batman, Bruce Wayne, mais aussi son fils, Damian Wayne. Et donc, les deux personnages seront d'ailleurs dans le film qui s'en vient. Et ça va être... puis là, en lisant l'article, je trouvais ça assez intéressant parce que c'est la première fois en live action, à moins si tu enlèves Joseph Gordon-Levitt, puis je pense que ça compte pas, là, que mais Robin sera vu au grand écran en chair en os depuis Chris O'Donnell en 97 pour Batman and Robin. J'étais... Ben oui, t'as raison. Et on n'a pas vu Robin au grand écran en chair en os depuis ce temps-là. On l'a vu, oui, au petit écran, on l'a vu en dessin animé, mais pas au cinéma. Et pour C'est important à la maison, et ça, c'est un autre point beau-frère. Moi, j'appelle ça des points beaux-frères. C'est quand j'explique ce qu'il faut. Là. Ça ne pas confondre de Batman, les films qui met en vedette Robert Pattinson, qui, eux, seront classés sous l'étiquette Elseworld par DC Comics, ce qui leur permet d'avoir un univers consensuel avec leurs trucs, leur télé, leur télésérie, puis leurs films, et des films qui, des fois, n'ont pas de lien avec le reste. Et donc, ceux de Pattinson ne sont pas liés à cet univers-là. Là, on parle vraiment de Andy Muschietti et de Brave and the Bold. Fait que, bon choix, je suis content. Encore une fois, il est très bon. C'est un bon réalisateur. Là. Il est très... regarde, moi, justement, je trouve que The Flash est partiellement sauvé par sa réalisation. Parce qu'il y a beaucoup... Ce film-là, Benoît, je pense pas d'accord, il y a beaucoup de n'importe quoi dans ce film-là. Il y a énormément de n'importe quoi. Mais du beau n'importe quoi, par contre. Mais c'est maintenu et gardé tight et le fun et ça... Ça coule.
ça coule assez bien, c'est bien exécuté. C'est vraiment comme bien fait. C'est ça que j'en ressortais de ça quand je l'ai vu aussi une deuxième fois. J'ai vraiment remarqué à quel point il y a vraiment plein de choses qui sont exécutées avec un bon rythme, un bon train. Fait que le fait qu'il y a comme fait 2 Batman dans ce film-là, 2 Batman différents avec différents styles d'action de véhicules, toutes des affaires comme ça. Toutes des affaires qu'il fait très bien. Fait que je suis curieux de le voir faire comme son propre film de Batman qui va peut-être pouvoir créer du début à la fin versus de Flash qui n'était clairement pas, qui a hérité de quelque chose qui a été transformé 3 fois. Oui. Puis, oui. Ça, donc, bon choix. Donc, c'était ça pour Andy Muschietti. Là, mon seul regret, c'est qu'il ne réalisera pas un film de Marvel. c'est un peu ça. Mais bon, regarde, il a choisi son camp. Il doit être quand même, j'espère pour lui, en tout cas, bien payé pour ça. Est-ce qu'il te restait quelque chose, Gauthier? Évidemment, Benoît, car je n'ai pas encore parlé de Diablo 4. Ah ouais, c'est ça. Il y a eu un premier live stream des développeurs de Blizzard depuis la sortie du jeu. Donc, les développeurs de Diablo 4 ont pris l'habitude de faire des petites pas des conférences, là, mais des live streams là, où il y a différents intervenants de la production qui s'adressent aux gens en ligne pendant 2-3 heures puis qui abordent différents sujets. Donc là, c'était quand même le fun de voir les développeurs répondre aux appréhensions, puis aux commentaires, puis aux critiques des gens qui ont joué depuis la sortie du jeu le 1er ou le 6 juin dernier. On nous a annoncé quand même quelque chose de vraiment le fun concernant la qualité de vie dans le jeu. Enfin, on nous a dit que enfin, je veux dire, ils ont quand même été rapides, là. Ça fait 13 jours que c'est sorti, là. On nous a annoncé que la carte du monde et les altars de Lilith n'auront pas besoin d'être redécouvertes pour la saison 1. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mettons? Ça veut dire que si vous avez vu tout le monde, si vous avez exploré toute la carte, puis cliqué sur les 160 hosties de statues cachées dans des buissons partout dans l'univers de Diablo 4, vous n'aurez pas à le refaire pendant la saison 1 qui commence en juillet. Donc, si vous jouez un personnage de saison, donc à chaque 3 mois, il y a une nouvelle saison qui va sortir dans Diablo 4, vous allez avoir votre carte toute débloquée, donc vous n'aurez pas à réexplorer tous les univers de Sanctuary, et vous allez avoir droit à votre renom, donc qui est comme une forme de point d'expérience, en fait, là, quand tu découvres des statues de l'élite qui te donnent des bonus. Donc tout ça, vous allez avoir ça à la sortie de la saison 1. Les saisons, il faut se partir un nouveau personnage à partir du niveau 1 pour créer un personnage de saison, puis ça vient avec des histoires supplémentaires, des défis supplémentaires à relever. Donc, c'est quand même un aspect assez important pour la survie du jeu dans le temps. C'est-à-dire que c'est quand même assez rapide de passer à travers l'histoire et le endgame en ce moment. Donc, il faut réactualiser la jouabilité tout au long de la durée de vie du jeu. Et les saisons sont là pour ça. Il va encore falloir débloquer les waypoints. Donc, si vous avez déjà joué à Diablo, vous savez c'est quoi un waypoint, là? C'est l'espèce de petit portail bleu dans les différentes villes qui vous permet de vous téléporter. Donc ça, il va falloir les débloquer quand même pendant la nouvelle saison. Et puis, il va falloir libérer à nouveau les strongholds. Les strongholds, les genres de places fortes qui sont vraiment une addition super intéressante à Diablo 4, c'est-à-dire que c'est des zones dans lesquelles il y a des personnages quand même assez puissants, beaucoup de personnages élites que vous allez devoir affronter pour libérer la zone et avoir accès aux waypoints. Donc, c'est des petites zones. C'est très rewarding à faire. Puis après ça, il n'y a plus autant de monstres dans cette place-là. Ça devient un village, en fait. Donc, c'est une zone habitée par les monstres qui devient un village quand vous avez sonné la cloche après avoir battu le monstre. C'est ça. Moi, ça m'a vraiment soulagé pour la relation que l'équipe de développement a avec les joueurs. C'est des personnes qui semblent être très au courant que la masse critique de joueurs qui est... Là, on s'entend, là, c'est un jeu qui a été téléchargé genre 600 millions de fois là, à date. C'est débile. Et puis, la masse critique de joueurs en ce moment dans Diablo 4 n'a pas fini l'histoire. T'sais, ils sont même pas encore rendus au niveau 50. Fait qu'ils ils acceptent ça.
ils font du contenu pour ces gens-là, mais en même temps répondent aux demandes puis aux appréhensions des joueurs qui sont un petit peu plus hardcore. La seule grosse critique que les joueurs hardcore ont en ce moment, c'est que l'équipe de Blizzard est en train de réduire le nombre de monstres dans les donjons, ce qui fait en sorte que c'est vraiment difficile de farmer. Donc, de se pointer dans un donjon, de clairer le donjon presque à 90%, de ressortir, de recommencer à l'infini. Il y a du monde qui font ça pour juste monter de niveau, c'est plus facile. Mais c'est pas comme ça que les gens de Blizzard veulent que tu joues à Diablo 4. Ils veulent que tu joues le jeu, Colin. C'est ça, ils veulent que tu fasses les side quests, ils veulent que tu fasses le contenu qui est disponible. Donc, il y a comme une espèce de guerre de tension en ce moment là, entre les devs et les joueurs hardcore qui se plaignent qu'ils se font nerfer leur donjon à tour de bras. Moi, personnellement, je suis là pour l'expérience, je suis là pour la jouabilité, pour la narration, le storytelling. Fait que puis, tu sais, j'aime ça aussi, me monter un personnage. Mais... ouais, c'est ça. En tant que développeur, Yannick est comme oui. Ben, tu sais, c'est parce que, tu sais, monter un bonhomme niveau 100 en 46 heures non-stop, c'est pas le fun. Tu sais, on parlait de qualité de vie dans je veux dire, c'est pas le fun. Puis, tu sais, tu regardais les gars aller, puis évidemment, c'est quasiment juste des gars qui font ça, là, mais, tu sais, quand le jeu est sorti, là, c'était des zombies devant leurs ordi, tu sais, parce qu'ils voulaient absolument arriver niveau 100, genre le plus rapidement possible, mais il n'y avait pas de fun. Il y avait zéro fun, ces gens-là, quand ils faisaient ça. C'est une corvée, là, c'est sortir les vidanges. C'est ça. Pourquoi tu joues à un jeu? Tu joues à un jeu pour avoir du fun ou pour prouver un point, tu sais? Fait que j'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui se plaigne en ce moment. C'est des gamers pour prouver un point, qui font du streaming. En tout cas, whatever. Fait que bref, moi je suis bien content de cette nouvelle annonce de Blizzard, puis j'espère qu'ils vont tenir leur bout pour faire la vie dure un petit peu aux joueurs hardcore là, qui ont juste envie de farmer. Mais on peut pas faire plaisir à tout le monde, puis tu sais, c'est pas toutes les idées aussi non plus qui sont recevables. Tu sais, c'est une affaire que les gens, des fois, qui comprennent. C'est vrai pour les jeux, c'est vrai pour les programmations de festivals, c'est vrai pour n'importe quel événement. Il y a plein de choses pour lesquelles on ne connaît pas les décisions, les facteurs, puis des fois, il y a des choix. Fait que dans ce cas-ci, je comprends pourquoi ils sont déçus, mais en même temps, si tu veux forcer les gens à jouer le jeu, pas à farmer. Fait que je peux voir le côté des développeurs. Maintenant, la clientèle de Blizzard, il ne faut pas oublier, là, c'est du casual gaming. Là, il s'adresse tellement à un public large. Puis Blizzard a été bon pendant des années pour faire ça, c'est de prendre un concept qui existe déjà, puis il le mainstreamise, là, si tu veux. Donc, il ne faut pas s'étonner de cette réaction-là ou de cette stratégie-là de la part de Blizzard. Là. C'est normal. Il faudrait pas que ces gens-là jouent à Red Dead Redemption 2 parce que farmer dans ce jeu-là, hey man, moi je capote. Moi j'ai plus de vie, hein. Après j'aurai fini de travailler, qu'est-ce que tu penses que je fais? Je vais dans mon vrai monde, le monde dans lequel je veux vraiment être. Dude, je fais tout. Faire cuire des bins. Hey, c'est le niveau de détail, j'en ai parlé encore aujourd'hui, mais à un moment donné, j'ai appelé mon cheval en le sifflant et les chevaux qui étaient proches, qui broutaient, ont réagi comme dans... Puis tu sais, c'est anodin comme détail, mais je fais « Oh wow! » Ils ont pensé à ça. Puis le niveau granulaire de petits détails comme ça, c'est incroyable. Mais je pense que si tu veux prendre une pause de Red Dead, tu devrais juste commencer à regarder Westworld où c'est du monde qui maintiennent un faux monde de western. Tu veux vraiment comme changer d'air, juste de voir du monde qui parle de « Hey, le robot shérif, là, il est méchant cette semaine. Faut changer ses fichiers. » Ou aller à la campagne. Là. Je pense que je vais devoir écouter Westworld à la fin de mon trip cowboy, parce que là, je suis dans mon trip cowboy. J'ai écouté Tombstone récemment, là, je vais me taper Wild Earth, puis écoutez pas le dernier film de Clint Eastwood, là, le Cringeman Show, je sais pas quoi, là, c'est épouvantable. C'est très gênant, en fait, comme film, c'est très gênant. Mais tu devrais écouter Justified. Justified avec le beau... comment il s'appelle, là? Timothy Olyphant, un néo-western. Je sais. Il était sur Netflix jadis, mais je sais plus où est-ce qu'il est disponible. Il est sur Disney+, maintenant. Oh, ben tu vois, tout dans la même place. Parce que la nouvelle mini-série, la suite, qui est sortie là Justified City Primeval, va sortir en juillet. C'est pas comme il joue il joue des triplés là-dedans? C'est ça la joke? Non. Dans Justified, il est juste un seul homme de loi, le US Marshal Roland Givens. Et il est un Marshal essentiellement du passé à notre époque. Et pas en façon science-fiction, en façon d'être.
Et c'est très cool et j'ai très hâte de le voir revenir sur nos écrans. Donc, je me suis fait avoir. Quand Timothy Olyphant est allé voir Conan pour son podcast, puis il a dit qu'il jouait des triplés, il était en train de le troller, puis c'est moi qui a cru ça. Là. Oui, t'étais trop naïf pour oui, ça. C'est ça. Je me reconnais là-dedans. Mais Conan puis Timothy Olyphant sont des vrais amis dans la vie. Fait que, oui, leurs podcasts ensemble sont très bons. Oui, ils sont vraiment très, très bons. Mais je pense que Westworld, ça va être mon truc. Je vais comme pouvoir consommer pour passer à mon autre fixation, probablement les parcs d'attractions qui chient. OK, ça va être ça. Faut que tu trouves ta prochaine phase en premier, c'est sûr. Oui. Pour faire un pont. Déjà, là, tu sais ça. Westworld, Jurassic Park. Là, après, des parcs d'attractions qui chient, il n'y en a pas tant que ça, par contre. Là. C'est, Jazz 3D, c'est techniquement un parc d'attractions qui chie. Le documentaire Action Park. Oui, Action Park. Puis après, tu deviens comme un genre de gars de true crime, mais à place de le crime, c'est le monde qui meurt dans des manèges puis des affaires comme ça. Là. Tu l'as-tu vu, ce documentaire-là? C'est épouvantable. Il y a du monde qui sont morts dans cette crise de parc-là, tellement que c'était mal conçu. Puis, c'est très années 70, là. Beige, puis plein de morts partout, plein de blessés. Oui. Mais il y a eu un film aussi inspiré je pense, un peu inspiré d'Action Park, qui est avec... En fait, je pense que le film fictif s'appelle Action Park et le documentaire s'appelle autre chose que je m'en rappelle pas. C'est quoi, mais je l'ai vu là, sur Netflix. C'était un peu... On est sur l'ordinateur. Allons-y, c'est pas comme si on avait accès à une bibliothèque infinie de savoir devant nous autres. Il n'y a pas une bonne scène aussi de c'est Class Action Park. Class Action Park, OK. Class Action Park. Class Action Park, oui, parce qu'il y a du monde qui ont été... c'est un très bon nom. Oui. Qu'est-ce que tu disais, Gauthier? Il n'y a pas une bonne scène de montagne russe aussi là, qui chie dans Destination Ultime, là, je sais pas trop. C'est sûr qu'il doit en avoir une dans ceux-là. Oui. Puis c'est parce qu'il y a une vis qui était déboîtée, qui a envoyé quelque chose à un pigeon, le pigeon tombe dans la face du gars, puis tu sais, quelque chose de vraiment... Tu peux peut-être devenir un gars de Final Destination, Benoît. Comme devenir le lead fan de Final Destination sur Internet. Je vais vous avouer de quoi, les gars, puis qu'on est juste entre nous autres, puis il n'y a personne qui écoute. Il y a un moment, l'hiver dernier, je pense que j'étais au plus creux de ma santé mentale parce que j'étais devenu un gars de Urban Legends, qui est en fait une duologie. Puis le deuxième, ça n'a juste pas rapport parce que c'est la gardienne de sécurité qui revient dans le 2. Mm-hmm. Puis là, après, j'ai passé de ça à I Know What You Did Last Summer. C'est ça, t'étais dans cette vibe. J'étais dans cette zone-là. Puis déjà là que j'ai film d'ado, d'horreur. Oui, puis tu sais, j'ai déjà un gateway qui Scream. Puis moi, je suis très années 90. Fait on n'est pas loin de là avec Destination Ultime. C'est ça. Fait que du jour au lendemain, t'écoutes Neve Campbell dans Party of Five. Après, t'écoutes Scream. Puis après, tu sais pas ce qui arrive. T'écoutes I Know What You Did Last Summer. Puis bang, tu te retrouves dans Légendes urbaines. Puis t'es comme... OK. Le clan des Skulls. Le clan des Skulls. Puis après, il y a plein eu de clans des Skulls directement sortis en DVD. Il y en a eu beaucoup. Non. Oui, il y en a au moins 2, je crois. Je pense que c'est une trilogie au total. Fait que c'est peut-être ça. Je fais attention à ça. Faut pas oublier Disturbing Behavior aussi. Tout le monde oublie. Avec un jeune James Marsden. J'ai pensé à Disturbing Behavior la semaine passée parce que je me suis dit, je pourrais peut-être le télécharger pour l'écouter. Réalisé par David Nutter. Il a réalisé tellement de belles TV classiques qu'on aime. Mais c'est quoi qui fait qu'un comment tu dis ça? Disturbing Behavior, puis un Urban Legend, puis un I Know What You Did. Parce qu'il y a quelque chose de visuel puis dans le ton qui relie. Puis j'arrive pas à savoir c'est quoi. Ben, regarde, il y a une affaire jeune, cool et dangereux. Oui, il y a cette facture-là de télévision d'ado, mais plus nice de cette époque-là. C'est juste une affaire des moyens de l'époque parce que récemment, mes amis et moi, on a fait notre dernier ciné-quiz de la saison au cinéma moderne. Oui, bravo, ça a été un franc succès d'ailleurs, cette série-là. Oui, merci bien. On espère pouvoir répéter l'expérience. Mais une affaire, des fois, c'est qu'on regarde comme un film vraiment comme juste correct des années 90. Puis c'est la plus belle affaire que tu as vue dans ta vie parce que c'était filmé sur pellicule avec des directeurs photo c'est ça, oui. qui savaient y faire. Ce qu'ils faisaient, oui. Fait que tu vois comme une scène de She's All That, puis t'es comme, le cinéma, on est où? mais signature! Mais pour vrai, t'as raison, parce qu'à un moment donné, j'étais dans les She's All That apparents. J'avais écouté She's All That, puis après, j'avais écouté toutes les autres. J'avais écouté The Girl Next Door, où on commençait à perdre. Là, on a commencé à perdre. Mais il y a un lien, et je pense que t'as mis le doigt dessus, c'est le look, c'est
Je vais pas dire que c'est des mauvais films. Je peux pas dire que c'est des mauvais films. Mais c'est des films au scénario léger, aux mœurs légères. Et il y a un contraste avec l'attention qui est mis dans l'image. Fait que c'est peut-être ça qui crée le style dont je parlais, qui est un peu l'élément qui les relie tous. Là, c'est peut-être ça. Regarde, moi, il y a deux week-ends, j'ai réécouté Charlie's Angels Full Throttle de McG. Puis aussi, ce film-là était tellement comme une explosion de couleurs, puis tellement rempli de décors détaillés qui existent pour de vrai, que j'étais comme, ben voyons, c'est le cinéma de blockbuster. On ne savait pas à quel point qu'on l'avait bien dans le fond. En 2003. En 2003, on était golden aussi là-dessus. Oui. Oui. Mais tu sais, c'est ça comme, autant que, mettons, il y a bien des films de Marvel, mettons, qu'on aime maintenant, mais tu sais, qui sont tournés avec entièrement en green screen avec quelques éléments. Il y a des réalisateurs qui s'en sortent mieux que d'autres, mais tu vois des affaires comme justement, c'est pas un bon film, mais qu'il y a des affaires comme de couleurs puis de visuels que je suis comme, voyons, ceci est incroyable, ça n'a pas d'allure. Je veux dire un truc, là, puis le monde, il pense que je suis fou. Là. Le feeling, là, l'espèce de ton que je décrivais il y a 2 secondes, je l'ai retrouvé dans 2 films d'Halloween récemment. Encore une fois, pas des bons films. Je les aime, moi, pour des raisons qui sont absolument puériles. Là. Ubi Halloween de Adam Sandler me fait penser à ces films-là. Et un autre film d'Halloween dont le titre m'échappe, mais qui met en vedette un des frères Wayans, qui est sorti l'année passée sur Netflix. Puis je sais pas c'est quoi, et c'est peut-être l'atmosphère halloweenesque qui aide, mais on l'a pas perdu, guys. Il y a encore des chances de rattraper. Là. Adam Sandler, là, il engage des directeurs photos vraiment nice pour ses films. Murder Mystery 2, là, il est très beau. Pour vrai? Ouais. Tu l'as vu, comme parfois, parfois il y a des lumières dorées dans ce film-là. T'es comme, voyons donc, pourquoi ça l'a. Comment ça que ce film-là est plus beau que la plupart des films d'action qui sortent au cinéma, excepté John Wick? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont des scouts, comme location scouts vraiment débiles là, aussi. Là. Ils sont allés chercher des endroits. Beau à filmer. Là, aussi, là. Ouais, super beau. D'ailleurs, parlant de ça, The Recruit ça a été tourné tout à Montréal. Fait que, il y a comme plein de scènes où genre t'es supposé d'être en Biélorussie pis t'es comme ah oui, ok, c'est Saint-François-Xavier dans le vieux Montréal. Ouais. Ils ont juste comme mis ça tout gris, là. Puis là t'es comme ah oui, c'est vrai, on est au Biélorusse. Petit filtre. OK. Ben, je sais pas où est-ce qu'on en était. Là. Je suis parti sur ma chire de I Know What You Did Last Summer, mais t'avais fini, je pense, Yannick? Oui, absolument. Là, quand on est en train de parler d'à quel point c'était mieux avant, là, c'est le temps de passer à autre chose. Faut qu'on close ça, là, ça va pas bien. Ben, un dernier petit truc avant de prendre une pause puis de parler du sujet de la semaine. Moi, j'étais un grand fan du travail de Mike Flanagan. Autant ses adaptations de Stephen King au grand écran pour petit écran, mais ses séries, là, les adaptations de Bly Manor, de Mansion on the House, The Haunted Mansion on the House, je pense que c'est ça le titre au complet. Vous savez, les films de maison hantée sur Netflix. Puis ils sont incroyables. Midnight Mass. T'as-tu écouté ça, Gauthier? Midnight Mass, toi qui es fan de King. J'ai-tu écouté Midnight Mass? Je pense pas. Écoute, c'est pas adapté. C'est comme la meilleure adaptation de King au grand écran, au petit écran, qui est pas un livre de King. C'est incroyable. Okay. Moi puis Jake, quand on a écouté ça il y a 2 ans de ça fait quand même un petit bout là, que c'est sorti sur Netflix. On a capoté. Et toi qui es scénariste, les deux vous êtes scénaristes, gars. Tu vas adorer. Je pense que tu vas vraiment aimer ça. C'est à mettre dans ta petite liste Netflix. C'est incroyable. Mais j'aime le travail de Mike Flanagan pour faire une histoire courte. Et là, il a été récemment au Tribeca Film Festival où il a posé des questions sur sa carrière, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ses prochains projets, il est bien occupé de ce temps-ci. Et là, il travaille présentement sur une adaptation de Dark Tower, qui est la série, la pierre angulaire de l'univers de King, qui est inadaptable, puis que pendant des années, des gens ont essayé d'amener au petit écran, puis de combiner avec des sorties au cinéma, puis ils sont juste cassés les dents. Il y a eu un film en 2017 qui était, ma foi, assez mauvais. Malheureusement, avec Idris Elba puis Matthew McConaughey, mais écoute, le pudding n'a pas collé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, Flanagan a donné une petite mise à jour concernant son projet. Il a mis stop à l'écriture de son pilote parce que c'est encore la grève des scénaristes aux États-Unis. Et il prévoit en fait 5 saisons télé
pour adapter The Dark Tower, suivi de deux longs métrages. Donc, il suit un peu la formule que d'autres personnes ont déjà établie auparavant, donc une combinaison de télé et cinéma. Ouais. Et pour faire une histoire courte, là, il est très confiant que ça va éventuellement voir le jour. Lui, c'est son projet qu'il a voulu faire depuis toujours. Quand il était déjà aux études à l'université, il rêvait, il s'imaginait des scènes de The Dark Tower adaptées au grand écran. Et fait intéressant, il a noté qu'il y a possibilité, comme c'est la pierre angulaire de l'univers de King, d'amener des personnages qui appartiennent à d'autres franchises, parce que c'est un peu ce qui se passe dans les romans, mais il aimerait bien amener les personnages de Dr. Sleep, qui est aussi un film que lui-même a scénarisé et réalisé. Donc, pour lui, c'est ça. Il y a comme de l'espoir pour voir éventuellement The Dark Tower au petit et grand écran. Et c'est tout ce que je voulais souligner, parce que il faut plus de Dark Tower dans la vie. Je comprends pas comment ça se fait que cette affaire-là n'existe pas. Mais c'est un gros projet casse-gueule, puis c'est extrêmement massif comme univers puis de mythologie. Donc, c'est pas évident d'adapter, surtout le vendre à des studios, parce que ça sera coûteux. Qu'importe ce qu'ils finissent par faire, ça va être extrêmement coûteux. Je pense qu'on va prendre une petite pause, messieurs. Juste avant, je vous rappelle deux choses. Oui, le Patreon qui s'en vient, mais le jeudi 27 juillet, M. Gauthier, c'est ce qui s'en vient, là. Tu l'as noté, j'espère. On oublie tout le temps que c'est la fête de ma sœur. C'est la fête de ta sœur pour vrai? Ben oui. OK. 27. OK. Ouais, mais tu sais, je suis naïf, hein, fait que peut-être que c'est ça. Mais 27 juillet, 17h, l'espace, j'ai oublié le nom, je pense la tente à podcast qui appelle ça, dans le cadre de Juste pour rire, on va faire un enregistrement live devant le public, 1 heure, bien simple, puis on va faire ça avec le scénariste de bande dessinée est maintenant multidisciplinaire, artiste multidisciplinaire, parce que ces trucs sont adaptés au cinéma puis au théâtre, Samuel Quentin. Donc, ça va durer 1 heure. On a le temps de s'en parler, c'est quand même le 27 juillet à 17h. Donc, ça risque d'être pas mal de fun. Ça va être Gauthier, Laurent, Jake et moi. Et avec Samuel qui seront présents. Sinon, on vous invite... Oui, bien hâte également. On vous invite à nous laisser un message vocal sur notre plateforme SpeakPipe. J'en avais pas cette semaine, malheureusement, mais peut-être la semaine prochaine. Si vous avez une question, commentaire, suggestion, n'importe quoi, speakpipe.com/mystérieux avec un E après le X. Donc, l'adresse est disponible dans la description de l'épisode actuel. Sinon, on vous invite bien sûr à donner au Patreon des Mystérieux pour garder les lumières allumées. Merci à tous ceux et celles qui se sont montrés patients dans les dernières semaines. On était bien occupés. Je l'ai dit, Guy a ses projets. Rémi était à Cannes, il est revenu. Il y a des projets, on est tous bien occupés. On est censé bientôt se revoir pour continuer notre cycle dédié à Lynch, parce qu'en échange de votre contribution financière, vous avez accès à un podcast qui est exclusif qui s'appelle Bifurcation, et en ce moment on fait un cycle dédié à Lynch. Vous avez également en exclusivité à l'avance les épisodes de Terre humaine chez Isidore, et votre contribution fait en sorte qu'on fait aussi des podcasts tels que Noël chez Isidore et Terre Kaiju. Tout ça est disponible sur les différentes plateformes de podcasts. En échange de votre contribution, vous avez aussi accès à notre Discord, qui est comme l'Internet, mais sans trou de cul. C'est vraiment une super belle communauté. On écoute de la lutte, des films ensemble aussi, et on se partage des articles sur la pop. Donc, pour les gens qui sont comme nous autres brûlés, comme le dit Yannick, par la culture pop, il y a une bonne gang, bien le fun sur Discord. On est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music et en archive sur notre site mystérieuxétonnant.com, et on est sur Facebook, Twitter, Instagram, mais c'est surtout sur Discord qu'on interagit. On prend une petite pause et on revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, le film documentaire Stanley, disponible sur Disney+. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un documentaire sorti sur Disney+, qui se nomme tout simplement Stanley, du réalisateur David Gelb, qui relate en fait la vie de Stanley, un co-créateur, voire co-créateur des personnages les plus importants de l'univers du comic book américain, en tout cas du côté de Marvel, ça c'est certain, qui nous a quittés le 12 novembre 2018 à l'âge de 15 ans. Qu'importe ce que vous pensez de Stanley, il a laissé sa marque sur le milieu, et je pense pas qu'il y aura d'autres Stanley demain. Il y a des personnages comme ça qu'on reconnaît comme étant créateurs, co-créateurs de personnages qui ont tant marqué l'imaginaire. C'est assez exceptionnel, et on l'a connu, nous, de notre vivant. On va rapidement, avant de parler du documentaire de fond en comble, faire un retour sur votre appréciation, mais rapide, messieurs. Commencez avec notre invité, Nick Belzile, des Voyeurs de Vue. Qu'est-ce que tu en as pensé du film Stanley? J'ai trouvé que c'est tout de même un bon
travail d'assemblage, d'archivage. Beaucoup d'entrevues, c'est Stanley en ses propres mots. Alors, il y a beaucoup d'interviews, puis de recherches, d'interviews radio, puis vidéo, d'affaires comme ça, de lui dans des vieilles émissions de télévision. Tu as des prises de vue de vieilles conventions de l'époque qui sont aussi, c'est cool. Tu as des reconstitutions qui sont faites avec des genres de maquettes dioramas, que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle touche. Ouais, très bonne idée. Tous ces aspects-là m'ont beaucoup plu. Fait que c'est bien présenté, mais ultimement, c'est l'ultime. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Puis c'est comment que Stanley, Monsieur Caméo, a été très créatif, mais que il parle de certaines personnes qui ont travaillé chez Marvel, mais tu aurais pensé qu'il était là puis qu'il faisait tout jusqu'en 1973. Puis c'est comme ça le plus gros problème de ce film-là, mais c'est une affaire qui est sortie straight sur Disney+, qui est assez hagiographique de sa vue à lui. Là. OK. Toi, Gauthier? Moi, j'ai beaucoup aimé le début. Parce que, tu sais, n'étant pas un très grand fan de comic book ou un très grand lecteur, je ne connaissais pas à ce point-là certains détails de sa vie. J'ai beaucoup aimé plus le behind the scenes du milieu de l'édition de comic book de ces années-là. Là. Donc, on parle de début des années 40 à peu près, là, jusqu'à 70, là, comme disait Yannick. Par la suite, j'ai un peu comme Yannick, j'ai eu un peu un malaise, surtout quand on parlait de ses collaborateurs. Puis j'ai trouvé que la fin était un petit peu garochée. J'aurais aimé ça, en apprendre un petit peu plus sur son passage plus du côté business, malgré que j'ai l'impression qu'il n'aimait pas vraiment ce côté-là, puis qu'il s'est plus concentré sur l'aspect porte-parole de Marvel. Puis tu sais, je pense qu'au final, c'est un peu ça le grand leg de Stan Lee, au-delà des comic books des premières années, tu sais, qui amenait un nouveau take sur le storytelling dans bande dessinée. Je pense que ça a été un excellent porte-parole pour le médium aux États-Unis, puis quelqu'un qui a vraiment réussi à démocratiser le médium auprès d'un public super large. Tu sais, c'était vraiment là comme le grand-papa sympathique, vraiment cool, qui t'amène à l'épicerie t'acheter un comic book. Moi, tout le monde voulait être ami avec Stan Lee. C'est vraiment l'impression que j'ai senti, qu'on voulait nous montrer, en tout cas. Puis je pense qu'il était vraiment comme ça aussi. C'est quelqu'un de très attachant. Puis... Fait que j'ai vraiment aimé ça. C'est ça. Pour le côté... comment ça fonctionnait à l'époque, parler de la méthode Marvel, qui était vraiment le fun aussi, là, de remplir les phylactères après que toute la page a été dessinée. Ça, je trouvais ça vraiment le fun. Les anecdotes sur comment l'histoire était racontée par tous les intervenants au sein du bureau. Ouais, moi, j'ai bien aimé ça, mais sans plus. C'est un documentaire qui veut pas déranger. C'est un documentaire, moi j'appelle ça, c'est quand t'es trop proche de ton sujet. Tu veux pas perturber la descendance, voire les fans de ton sujet. Donc tu prends le sentier très, très, très convenu. Comme vous autres, j'ai bien aimé le côté historique de où Stan Lee vient. J'ai senti, j'étais une petite émotion quand il parle de sa femme. Il y a une bonne partie qui est dédiée à sa femme. On voit que c'était un gars qui était en amour jusqu'à la fin de ses jours. On sait d'ailleurs que sa femme est décédée avant lui, puis ça a été un gros coup. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Côté behind the scene, comment Stan Lee a fini par se hisser dans cet univers littéraire qui n'existe plus vraiment sous cette forme maintenant. C'est encore des business, mais on parle de comic book qui étaient faits à des dizaines des milliers d'exemplaires. C'est plus vraiment le cas et qui coûtaient absolument rien. C'était le but, c'est de noyer le milieu. Donc, ça venait avec des exigences éditoriales différentes. Moi, ça m'a donné plus l'envie de voir une fiction, voir un genre de biopic où Cranston reprend le rôle de Stan Lee, puis on voit c'était quoi le bullet pen de ces endroits-là, les places derrière
le décor, mais comme tout ça maintenant est caché sous l'ombrelle de Disney, je ne sais pas à quel point c'était permis d'explorer certaines zones. Par contre, là où je suis agréablement surpris, j'ai pas tant senti de retenue quand il était question de les conflits avec ses co-auteurs. Ça, j'ai été même surpris qu'ils mettent certains segments de l'avant, comme la fameuse entrevue de radio où Jack Kirby et Stanley se sont un petit peu confrontés. Ça, j'avais entendu beaucoup parler de ça. Je me disais, ils vont pas mettre ça dans un documentaire de Stanley disponible sur Disney+. Et pourtant, ça y est. Alors ça, j'ai apprécié. Mais comme vous autres, en tout cas, je pense que c'est toi, Gauthier, qui l'a mentionné, la fin est incroyablement précipitée. On te retire le tapis sous les pieds. Et c'est un film de 1h26 avec donc le générique. On aurait pu se permettre de un peu en rajouter sur la fin de la vie de Stanley. Peut-être même sur mais ça, l'impact, on l'a vu tout le long, mais j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre comment ça terminait. Mais sinon, c'est une bonne écoute, mais c'est pas un documentaire à tout casser, mais j'ai apprécié. J'ai quand même apprécié. C'est tout de même un bon, tu sais, mettons tu connaîtrais pas Stanley, c'est tout de même un pas si pire survol, mais encore là, c'est la narration, c'est pratiquement toute de ses entrevues à lui, fait que c'est tout de son point de vue. Je suis tout de même aussi, Benoît, surpris qui ont ajouté l'aspect que hey, Steve Ditko, il s'ostinait sur la création de Spider-Man et ces affaires-là. Puis justement, l'entrevue radio où ce que lui, puis tu sais, où ce que Jack Kirby est comme tout de même vraiment chill. Ouais. Ouais. Puis c'est Stanley qui donne un coup de pied sur le nid de Guy, puis qui est comme. Et puis il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin, c'est gratuit. C'est gratuit, oui. Tu sais, c'est de quoi t'as peur, man. Tu sais, si tu prends la peine de dire, tu sais, si tu sens le besoin de dire, non, mais tu sais, c'est moi qui a tout écrit, là. Puis comme, OK. T'es lis-tu les comics une fois qu'ils sont publiés? Hey, ça, c'est quelque chose de très vif. Qui fait le déranger pour de vrai. C'est une des fois que tu le vois décrocher de son personnage, puis c'est pas arrivé de gentil grand-papa. De gentil grand-papa, ouais, c'est ça, exact. Ouais, fait que tu sais, tu vois, ça, c'était vraiment intéressant, puis tu sais, dans le gros nerdisme de ceux qui s'intéressent de tout ça, j'en fais partie, il y a beaucoup de monde qui sont pour toujours. Jack était le best, et que Jack était le best, puis Stanley était une fraude. Je pense pas que c'est vrai, c'est juste qu'ensemble, ils ont juste créé. Ils ont créé leur meilleur ensemble, de la même façon qu'il a créé son best en travaillant avec John Romita, qui a continué à faire Spider-Man avec lui, puis en s'alliant avec différents artistes. Il a vraiment créé des affaires assez géniales, iconiques, indélébiles, que séparé, tu sais, j'aime beaucoup, mettons, ce que Kirby a fait tout seul chez DC Comics. Tu sais, j'ai des hardcovers de The Demon, j'adore le Fourth World. C'est fucking bon, c'est straight de son cœur à lui, mais il y a quelque chose de quasiment trop mythologique qui glisse pas aussi bien humainement que Stan Lee l'aurait fait, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça voir la vraie version. Il y a une biographie sur sa vie qui est écrite par Joséphine Reisman qui s'appelle True Believer, que je n'ai pas encore lu, mais j'ai commencé à lire son livre à elle sur Vince McMahon qui s'appelle Ringmaster et sur comment la lutte a détruit l'Amérique. Juste comment c'est bien recherché à date, je vais plonger dans cela sur Stanley aussi, parce que là, mais aussi dans le livre de Sean Howe sur l'histoire de Marvel, il raconte beaucoup comment que Stanley, dans le fond, le plus vite possible qu'il pouvait essayer d'aller à Hollywood pour écrire de la télévision ou du cinéma ou faire autre chose que des comics, il avait vraiment fucking out, puis essayer de faire ça en étant, tu sais, comme, il a voulu dropper les comics aussitôt que possible parce qu'il voulait faire autre chose. C'est jamais arrivé, puis il a été comme placé un peu à des fois gérer comment que les personnages allaient être développés, mais sinon, tu sais, je pense qu'il a tout passé son énergie dans les comics, puis il aurait aimé ça faire autres affaires, puis ça, justement, ben, tu sais,
on voit pas ça là-dedans. Là. On passe de les années 70 à hey, c'est le gars qu'on voit dans tous les films de Marvel maintenant. Ouais. Il y a même un caméo dans Venom, même s'il n'y a rien à faire avec la création ou l'existence de Venom. T'sais. Ouais, ça, c'est des choix de Sony. On revient pas là-dessus. Là. Ça, c'est vrai. Mais c'est le fun de voir que je pense qu'on a quand même pas mal apprécié le début. Puis je pense que c'est ça la force du documentaire, c'est de montrer à quel point cet homme-là, des années 30, ce jeune homme-là, dans les années 30-40, est vraiment un homme de son époque, là, qui arrive dans une boîte, c'est un gopher qui fait des petites job-ins par rapport, là, il est amené à devenir, à écrire une histoire, après ça, il se ramasse éditeur parce que c'était juste lui qui avait dans la pièce à ce moment-là, puis il a été un peu mangé par la machine, là, au fur et à mesure que ça se développait, puis j'ai l'impression qu'il y a personne chez Atlas, puis après ça, chez Marvel, qui s'est rendu compte assez rapidement que ça devenait un phénomène. Ça serait plus toléré aujourd'hui. Là, il y aurait trop de contrôle probablement sur qui peut se mettre de l'avant comme ça. Parce que ça, c'est un de ses talents. Puis ça n'a pas vraiment été très... il le traite, mais par la bande, mais Stan Lee était capable de pouvoir se promouvoir. Puis quand il a vu l'opportunité, il l'a fait. Et ça fait partie, je dis pas que c'est tout, faut tout remettre ça à ça, là, mais ça fait partie aussi d'une certaine frustration que d'autres personnes avaient face à lui parce qu'il se mettait de l'avant. Il était capable de le faire. Mais je t'ai coupé aussi. Mais tu sais, c'est aussi parce que il a été capable, il s'est mis de l'avant parce qu'il a vu, je pense que c'est une des premières personnes qui a vu qu'il y avait un phénomène. Parce que tu sais, quand tu le sais pas, là, quand pour toi, ta job puis celle de tes collègues, c'est juste une job, puis que tu le fais pour pouvoir payer le loyer, puis arriver à la fin du mois, tu penses pas à ça. T'sais. Tu penses pas au contrat que tu vas signer, aux exclusivités que la compagnie a. Tu fais ta job, puis tu caches ton chèque à la fin du mois. T'sais. Lui, c'est ça. Lui, il a vu qu'il y avait quelque chose là, puis il a sauté sur l'opportunité. Après ça, je pense que tout le monde était tellement pris dans le tourbillon quotidien de livrer genre 2 bandes dessinées par jour que... C'est fou, hein? On verra plus jamais ça. C'est pour ça aussi que c'est vraiment un homme de son époque là, qui représente bien la Grande Dépression, après ça, la guerre, l'après-guerre. C'est un témoin de cette époque-là c'est vraiment fascinant de voir ça se déployer. J'ai aimé qu'ils reviennent sur l'origine aussi de, pas la technique Marvel, mais c'est pour un des éléments pour lesquels Marvel est reconnu. Donc, c'est la personnification de ses personnages, leur amener d'un côté humain. Plus personnel. Plus personnel. C'est pas parce que t'es Spider-Man que t'es capable justement de payer ton loyer puis t'as pas des conflits que t'attends avec ta blonde. Puis, et ça, c'est un côté qui était jamais ou très peu traité dans les comic books. Fait que ça, je pense qu'on peut quand même leur donner à Stan Lee. L'idée aussi de mettre de l'avant un adolescent, parce qu'un adolescent, c'était un sidekick, c'était pas un personnage principal. Donc, aujourd'hui, il y a tout un pan de comic book qui existe parce que Stan Lee a risqué, puis ça a fonctionné, puis il s'est pas fait mettre dehors. Et sinon, on n'aurait que du DC, ou une certaine approche DC-esque. Et on pourrait dire que des fois, DC fait un peu dans le Marvel, puis c'est correct. Mais ça, il a fallu que des gens mettent les bases de ça, puis Stan Lee en est un des architectes. Ça, je trouve que d'un point de vue historique, c'est intéressant. J'ai aimé de découvrir. Je le savais, mais j'ai aimé que ça soit dit et présenté à une génération qui ne le connaissait pas. Je pense que le documentaire est vraiment dirigé pour, comme mon beau-frère, pour le citer encore une fois, pour des personnes qui ne connaissent pas nécessairement le personnage. On a un package qui est quand même bien réalisé, mais qui souffre un peu de détails. Et j'aurais aimé ça, moi, des intervenants. Je sais que c'est pas l'approche qu'ils ont décidé de faire, mais des historiens, des gens du milieu de l'art, des gens du milieu du comic book, leur donner la parole. Mais c'est Stan Lee dans ses mots. Et clairement, il y a des moments où Stan Lee a éclairé... je me suis demandé si c'était un AI à un moment donné qui imitait sa voix. Ouais, je me suis demandé, moi aussi, s'il y avait ça. C'est tellement bien placé. Là, tu comprends. Non, il a enregistré ça de sa mort, de son vivant. En prévision, sans doute, là, qu'elle allait mourir ou... Ça a été tiré d'une entrevue dans laquelle c'est lui qui mène les rênes. T'sais. Mais je me suis dit, Colin, ils ont-tu pris l'autorisation de recréer la voix de Stan Lee? Ouais, ça fait ça au début. Je me suis posé la question aussi. Là, mais si jamais vous voulez, si vous avez aimé ce documentaire-là, moi, je conseillerais aussi
le documentaire Jack Kirby, Storyteller. Oui. Je pense que vous en avez déjà parlé au Mystérieux. Je l'ai écouté ce week-end en vue de ce qu'on est en train de faire. Il est sur YouTube et je l'ai écouté en dessinant. Puis ça raconte plein d'affaires comme ça. Mais excuse-moi, je te coupe, Gauthier. Ben non, mais c'est ça, tu le dis très bien. Là, c'est vraiment plus le point de vue de justement l'autre côté là, de la médaille là, sur Jack Kirby. Puis je pensais aussi qu'il était pour parler un petit peu plus du passage des collègues de Stan Lee à la guerre, parce que tout le monde est allé à la guerre là, dans ces gars-là. Là, puis c'est quand même un moment important dans ta vie. Là, c'est un trauma majeur. Ouais. Ils font juste comme... je pense que pour les dessinateurs aussi, là, ça a été un moment marquant dans leur vie. Puis ça, ils n'en parlent pas du tout. Ça m'a déçu aussi un petit peu. Là, les moments historiques sont vraiment comme... Ils en parlent super rapidement. Là. OK, c'était la Grande Dépression, mon père ne se trouvait pas de job. OK, mais comment? Ça t'a marqué? Ils passent tous les faits historiques dans Vignette au départ où on voit des scènes tirées des médias dans l'année. Là. C'est tout. Après, il n'y a pas vraiment de contextualisation, à part la Grande Dépression. Puis, c'est une affaire que ça m'a toujours surpris, genre dans un documentaire ou quoi que ce soit, ils n'ont jamais fait comme Jack Kirby, qui a été à la guerre. Mais qui a créé Captain America, le personnage qui est l'ultime soldat, mais son arme, c'est un bouclier. C'est pas un gun, tu sais. Ça, c'est quelqu'un qui a eu une relation vraiment particulière avec ce qui est arrivé là-bas, tu sais. Puis ça va toujours, ça va me fasciner pour toujours, j'y pense fréquemment, tu sais. Puis j'aurais aimé ça un peu plus de ça aussi. Puis comme on a mentionné tantôt, tu sais, il n'y a rien, mettons, sur travailler avec John Romita quand ils ont propulsé Spider-Man ailleurs ou des trucs comme ça. Ça mentionne que tout créé, c'est le fun. Il a créé vraiment beaucoup de choses avec tous ces artistes-là, mais en même temps, ça manque un peu. Là. Est-ce que vous avez eu l'impression que il fallait surtout pas parler de Steve Ditko? Tu sais, comme genre, Steve Ditko, c'est un fantôme, là. Non, moi, au contraire, sachant qu'il y avait un conflit, puis qu'il est parti aigri, puis que je m'attendais à ce que ça soit pas traité. OK, du tout. Du tout. Fait que j'ai pas senti cette hésitation-là. J'ai senti qu'ils ont voulu... J'ai senti que le doc a pas voulu aller trop dans le négatif. Ça, je suis d'accord. Mais je pense pas qu'ils ont caché des choses. Ils ont juste décidé de raconter autre chose. En même temps, Steve Ditko veut pas qu'on parle de lui, il veut comme... Non, c'est ça. C'est ça. Il y a comme 3 photos de Steve Ditko qui existent, puis une de celles que j'avais pas vues, c'est celle qu'ils ont utilisée dans le documentaire. Il a l'air d'avoir 15 ans dessus. C'est peut-être Régent Ducharme, c'est peut-être la même personne. Non, il est décédé depuis, Steve Ditko, mais il y a d'ailleurs un documentaire qui existe qui... Il y a un documentaire qui existe qui s'appelle Searching for Steve Ditko, je crois. Je pense que c'est Jonathan Ross qui l'a fait. Ouais, c'est ça. Il était cogné chez eux. Il était cogné à son bureau avec Neil Gaiman. Puis juste avant, ils ont appelé pour savoir on peut-tu venir, on peut-tu te voir. Puis il était comme non. Ils sont allés pareil. Regarde, il me laissera pas rentrer, mais il va pas fermer la porte au nez à Neil. Non. Mais je pense qu'il savait pas c'était qui Neil. Mais ça, c'est aussi un très bon documentaire où. Sur YouTube aussi. Il est sur YouTube, ouais. Tu peux facilement le trouver. Ça fait des années que c'est sorti. Je pense au début des années 2000. Il est encore vivant à l'époque. On a notre ami Cliff Caporelli du Comic-Con de Montréal qui a failli. Qui a parlé une fois au téléphone. Il a été capable d'avoir son numéro de téléphone. Il a appelé. Puis la réponse qu'il a eu, c'est I don't do convention. Puis ça a été tout. Parce que, voilà. Mais il a parlé à Steve Ditko. Il a essayé. Il s'est donné pour la cause. Ça me semble tout de même extrêmement poli, mais personne ne voudrait dire quoi que ce soit de méchant à Cliff. Là. Non, c'est impossible. Le monde va puncher un bébé avant de dire quelque chose de méchant à Cliff. Je peux pas croire. C'est ça. Absolument. Avez-vous quelque chose d'autre à rajouter sur le documentaire qu'on n'a pas traité? Sinon, est-ce que vous le recommandez? Ouais, moi, oui, tu sais, pour sûr, parce que je me suis rendu compte qu'il y a bien du monde qui connaissent pas vraiment Stan Lee. Je l'écoutais avec ma blonde, puis elle était comme... À découvrir. Elle connaissait le nom, elle savait que c'était une figure importante du milieu des comic books, mais pas à ce point-là. Mais tu sais, ce qu'il a amené, c'est vraiment... il a amené en grande partie la modernité là, dans les comic books. Puis pour ça, je pense que c'est important de savoir qui cet homme est. Là. Puis peut-être aller gratter un peu plus après si le sujet vous intéresse. Ouais, moi, Yannick, pour vrai, la bio dont tu parles, ça m'a vraiment intrigué. Là. Je pense que je vais la lire.
Moi aussi. C'est quoi l'autre livre que tu as suggéré, Yannick? Tu disais que c'était l'histoire de Marvel. Comment t'appelles ça? Taper, c'est écrit par Sean Haw. Je vais te le trouver de là. Je l'ai lu il y a vraiment longtemps. Et certains artistes dedans ont contesté ce qui se passe dedans. Rob Liefeld a contesté la Marvel Comics The Untold Story. Oui, j'ai vu ça passer. OK, ouais. Qui est sorti, je veux dire, il est sorti quand exactement? Il est sorti en 2013. Je l'ai lu il y a quelques années, mais tu sais, c'est vraiment comme un historique de Marvel, puis ça fait vraiment comme toutes les années. Fait que, dans les années 70, ça va parler de Jim Starlin, puis mettons sa relation avec les drogues, et aussi qu'il a aidé à créer Marvel Cosmic, mais aussi ses propres idées noires qui l'ont poussé à créer Thanos, qui est un personnage qui est en amour avec une figuration de la mort. Ouais. Fait que ça va dans bien ces affaires-là, puis ça parle aussi du niveau business de Marvel, des gens qui y travaillaient. Ça fait longtemps que je l'ai lu juste une fois, il y a très très longtemps, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Fait que si vous voulez plus plonger dans l'historique de la compagnie, mais qui doit arrêter genre peut-être en 2010, à l'aube des films de Marvel. Du MCU. C'est très intéressant. J'ai bien aimé ça. Puis je sais que Gauthier t'a parlé souvent de ce livre-là qui est difficile à trouver, mais je pense qu'il est retombé en publication, Les Aventures de Cavalier and Clay. Là, on est plus dans les années 40, qui étaient les origines du comic book. Là. Même je pense que les comics sont arrivés dans les années 30, mais on est une bonne vingtaine d'années avant Stan Lee. Là. Ouais. Les extraordinaires aventures de Cavalier et Clay, qui est un grand roman américain de Michael Chabon, publié au début des années 2000, je pense dans les années 2000. Ça retrace vraiment toute la vie de deux créateurs de bande dessinée, justement, qui commencent à peu près dans les années 30. Si vous aimez le début du documentaire sur Stan Lee, cette énergie-là, un peu folle de créer quelque chose de nouveau, tout le monde ensemble dans le studio, c'est électrique là, tellement là, qu'il y a de l'action, qu'on a l'impression de révolutionner quelque chose, d'inventer des choses. C'est vraiment un roman qui touche à ça, puis je pense que c'est quasiment mieux qu'un documentaire d'un fois pour vous faire sentir, empathiser aussi avec les personnes de l'époque. Michael Chabon, c'est quand même un super auteur de romans. Je sais pas trop, là. Il a quand même écrit la saison 1 et 2 de Picard, puis je sais pas comment, là, mais en tout cas. Écoute, c'est difficile à dire ces affaires-là. Oui. Mais je veux juste mentionner un romancier. C'est un romancier, tu sais, ça se traduit pas tout le temps. Le livre que j'ai mentionné, True Believer, The Rise and Fall of Stan Lee, par Joséphine Abraham Reisman, est présentement $2 en Kindle sur Amazon. Shit. Alors, si vous avez un compte Amazon et vous aimez lire des livres sur iPad comme moi, j'ai cliqué pour l'acheter alors que vous parliez. Et comme j'ai dit... j'ai commencé à lire son livre sur Vince McMahon et qui s'est très bien recherché et qui s'appelle Ringmaster, Vince McMahon and the Unmaking of America. Il n'a pas été, d'ailleurs, il n'a pas été actionné à cause de la sortie de Ringmaster, il me semble, par Vince McMahon. C'est possible, mais regarde, il y a des manières de le juste trouver. 4 chapitres dedans, puis c'est pas mal bon. Ah ouais? OK. OK. Fait que, bref. C'est vraiment tout ce pan-là. Moi, je suis vraiment fasciné sur comment que toutes ces les icônes qu'on aime, comment ils ont été créées, puis comment ils ont subsisté, puis c'est qui ont mis leur sang dans la machine pour que ça existe, parce que c'est comme ça que ça arrive, tu sais. Fait que c'est des très bons livres pour ça. Et Stan Lee est comme une bonne surface de début, je trouve, de ce milieu-là, pareil. Moi, c'est un dernier truc que je peux vous suggérer. L'épisode de Fat Man on Batman, maintenant ça s'appelle Batman Beyond de Kevin Smith. Et Robert Bernardin. Bernardin, merci. Donc, le podcast de Kevin Smith qui faisait jadis au Cantina de LA, un petit bar thématique Star Wars. L'épisode qu'il a fait après la mort de Stanley est super émouvant parce qu'on découvre, moi je savais qu'il l'avait déjà interviewé, qu'il l'avait eu dans ses films, mais ils étaient très proches. Stanley considérait Kevin Smith comme un de ses fils. Il y avait vraiment de l'amour sincère pour lui. À un point où est-ce que quand Stanley commençait à se sentir moins bien, Kevin Smith l'a invité à venir habiter chez lui.
Il a refusé, mais c'est une invitation. Là. C'était quelque chose d'ouvert et sincère. C'est extrêmement émouvant comme épisode. Puis Kevin Smith, bien sûr, pleure. Là, parce que c'est ça qu'il fait tout le temps. Mais ça m'avait pogné à la gorge d'écouter dans la nuit. Puis j'ai pas été capable de l'arrêter. Puis de deux, j'étais vraiment très, 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 très ému. Fait que si vous écoutez le documentaire ou si le documentaire vous intéresse pas, vous avez moyen soit de compléter ou de faire autre chose que de l'écouter. Donc voilà. Vous avez plein de trucs en bonus cette semaine. Merci Yannick, ton podcast toutes les semaines, 2 semaines, comment ça marche? À chaque semaine, il y a les voyeurs de vue au voyeurdevue.com disponible sur toutes les plateformes où on discute de cinéma de toute envergure, mais une affaire qu'on aime beaucoup faire ces temps-ci, on parle au moins tout le temps d'un film québécois à chaque semaine. Bon. Ou qui a des films québécois qui ont des vocations grand public et mettons qui n'atteignent pas toujours cette cible. Puis aussi un film titre, vu qu'on est dans la période estivale, fait que là, on a beaucoup de films qui sortent, dont on parle aussi, comme justement notre dernier épisode a parlé de Flash. Cette semaine, notre gros film de la semaine qu'on parle, c'est No Country for Old Men. Mais moi, j'ai vu Asteroid City de Wes Anderson, alors je vais vous en parler cette semaine. Un avant-goût, j'ai beaucoup aimé ça. Yes. Et on parle aussi d'Omerta. La semaine prochaine, on va aussi parler de Omerta le film? Omerta le film. C'est dégueulasse. Je l'ai vu. Pas très bon. C'est dégueulasse. Ça existe, ça? Oui, ça existe. Et la semaine suivante, on va parler de Indiana Jones and the Dial of Destiny, que j'ai aussi vu, mais mes opinions sont secrètement gardées jusqu'à la parution de cet épisode-là. Alors, c'est en embargo. Je suis en embargo, oui. Alors, ça va se produire. On va vous en parler la semaine suivante. Alors, ça, les voyeurs de vue, à chaque samedi, un nouvel épisode. Aussi, ce week-end, ce dimanche, justement, mon co-animateur de voyeurs de vue, Alex Rose, organise une soirée de quiz au bar L'Espace Public dans Hochelaga. Et maintenant, les quiz sont à thème. Et ce mois-ci, le thème, c'est les Simpsons. Shit! Oh, alors, ça va être un quiz spécial Simpsons. Nice. Et moi, je vais être dans une équipe de feu. Guilla Saint-Cyr va être là avec moi. Alors, on pense qu'on va être on va battre tout le monde. Mais si vous pensez que vous pouvez nous battre, pointez-vous à l'Espace Public au quiz ce dimanche à 18h. Arrivez avec votre propre équipe et venez nous voler. Il va y avoir de la tapoche, là. Il va y avoir de la tapoche. Venez nous voler la victoire au quiz des Simpsons. On va avoir du fun, surtout quand on va boire les drinks gratuits que vous auriez pu gagner. Mais Guilla qui, en ce moment, sur Facebook, comme dit à quel point, genre, il étudie pour ça en ce moment. Oui, il lit d'ailleurs une genre de livre sur l'historique. Les essais des Simpsons. Springfield Confidential, oui. Fait que bref, soyez là parce que c'est des quiz de fun et venez nous ravir la victoire ou gagner vous-même votre tour. J'aime juste imaginer qu'il y a une table qui va se remplir, ça va être Matt Groening puis David X. Cohen qui vont être là pour venir vous ramasser. Ça serait drôle. S'ils se pointent, là, on va au moins leur sac. On va leur payer des verres à eux autres. OK. Mais oui, alors c'est ça. C'est voyeurdevue.com pour le podcast. Espace public ce dimanche pour le quiz des Simpsons de l'espace public. Et aussi, comme ça a été annoncé, je travaille pour Tribune Games. On a annoncé un DLC pour Shredder's Revenge qui va sortir plus tard cette année. On a annoncé un nouveau game mode et la présence de Usagi Yojimbo comme personnage jouable. On est très fiers de ça. C'est très cool, ça. On est très fiers de ça. Il est vraiment cool. Le monde va aimer jouer avec. Alors, gardez un œil là-dessus pour plus tard cette année. Puis, c'est ça pour moi. Et il y a Étienne Cormier dans le chat qui dit « Le potager du savoir représente ». D'après moi, c'est son équipe. Fait que faites attention. Oui, je suis dans l'équipe avec Étienne. Oui, habituellement, notre nom de quiz, c'est potager du savoir. On va peut-être le changer pour quelque chose de plus Simpson-esque. Ça pourrait être le potager de Sherbyville ou l'arbre à citron de Sherbyville. Ouh, j'aime ça. J'en prends là. OK. Faites attention, vous autres à la maison. Merci Gauthier. Merci d'avoir été là aussi à la maison. On se voit la semaine prochaine. Bye. Ciao. Bye.